une table ronde donc consacrée à la classe inversée, classe renversée, pour essayer d'échanger sur ces questions-là. Alors en guise un peu d'un propos introductif, sur cette question-là de la classe inversée, il y a peut-être deux éléments de contextualisation. Le premier, c'est peut-être de voir que le terme même d'inversé, dans la langue française, il apparaît récemment, il apparaît à la moitié du XIXe siècle, et il apparaît parce que il y a un usage de plus en plus important du langage scientifique qui est fait, en particulier l'apparition du mot inversé qui supplante à l'époque l'utilisation du mot invertir. Ce mot inversé, il apparaît avec l'essor d'une réflexion sur l'électricité. Et historiquement, Pierre Leroux, qui, dans son dictionnaire de l'époque, le lie à une évolution donc, du langage pour décrire la polarité en électricité et aussi en biologie. Donc ce qui est intéressant dans cette utilisation de ce terme, c'est que ce terme, il apparaît très associé à la technique. Et qu'une des questions qu'on va envisager ce matin, pour une part d'ailleurs, cette question-là a été envisagée déjà, ça pose la question de est-ce qu'une classe qui est inversée, ce n'est qu'une question de technique pédagogique? Est-ce que ça renvoie à d'autres plans éthiques, philosophiques, organisationnels, institutionnels? Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, en posant cette table ronde, en fait, on poursuit une question qu'on avait entamée l'année dernière, qui est une question, au bout du compte, qui revient à examiner la question de enseigner autrement. Ce qui était un slogan dans les mouvements de militantisme pédagogique après les années 70, pour l'essentiel dans l'histoire de l'enseignement primaire, c'est une question qu'on se pose et la classe inversée, classe renversée est une incarnation, une facette de ce questionnement-là. Et déjà l'année dernière, on s'était posé la question donc des formes pédagogiques actives, non actives, des contextes, des dispositifs pédagogiques qu'on pouvait créer dans l'enseignement universitaire. Donc la table ronde de cet après-midi, elle est donc en lien avec ce qui a été dit ce matin, mais aussi avec ce qui avait été envisagé la fois dernière, c'est-à-dire l'année dernière. Et puis le troisième élément, peut-être, c'est de dire aussi que la problématique de la classe inversée, de la classe renversée, c'est quand même... alors, la problématique, pas forcément la pratique, qui peut être plus ancienne. Mais la problématique, elle, est assez récente dans le champ de la réflexion sur les sciences de l'éducation. Les premiers travaux, qui sont ceux par exemple de Christian Puren, datent de 2012. Ils sont à l'échelle de la recherche tout récents. Donc c'est très bien qu'on puisse à notre tour envisager cette question-là, puisque c'est une question qui est à la fois vive et actuelle. Alors pour parler de ce sujet, de la classe inversée, de la classe renversée, l'IFE a mis en ligne une petite vidéo qui s'intitule « La pédagogie de la tarte tatin » pour bien visualiser le phénomène d'inversion. Eh bien, on a convié des maîtres cuisiniers de cette pratique. Je n'ai pas fait renverser la crème des enseignants, hein, renverser. Mais et donc, il y en a deux qui sont intervenus ce matin. Donc, je reprécise leur nom. Vous les avez sous les yeux. Vous avez une documentation sous les yeux. Donc, il s'agit de Amaury Dalle. Un deuxième intervenant qui est Emmanuel Sylvestre, qu'on a entendu aussi ce matin. Une troisième intervenante qui est Nathalie Magneron, qui est maîtresse de conférences en didactique des sciences physiques à l'Université d'Orléans et qui mène des recherches, on l'a compris à l'instant même, sur des questions qui sont très liées à la didactique professionnelle et aux sciences de l'éducation. Un quatrième intervenant est André Merchants-Gonzalez, qui est responsable du centre de formation de l'ESPE à Orléans et qui pratique et a mené et mène des recherches autour de ces questions-là, souvent en lien, je crois, avec Nathalie. Et donc, il va témoigner et analyser aussi
devant vous sa pratique. Et enfin, un dernier intervenant, Jean-Baptiste Vidal, qui est à l'Université d'Orléans et qui a exercé différentes fonctions et qui est formateur dans le département qualité, logistique industrielle et organisation. Donc on remercie tous ces intervenants d'avoir bien voulu accepter de participer à cette table ronde. Et je commencerai peut-être par poser une question, parce que j'ai utilisé deux termes, inversé et renversé. Selon les définitions qui existent, bien tantôt la forme renversée est intégrée à la forme inversée, tantôt elle est distincte. Donc je voulais un peu savoir quelle était la conception que les uns et les autres avaient. Et peut-être je vous pose la question donc, sur cette distinction, ces différences. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on établit une différence entre classe inversée et renversée? Je vous pose la question à Andrés dans un premier temps. Non, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que si on va voir les travaux de Marcel Lebrun, la classe renversée n'est que le type 3 des différents types de classes inversées, qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'inversion, elle va au sein des moments en présence. On inverse tout le dispositif, c'est-à-dire que le savoir est construit par les étudiants, il est recherché par les étudiants, les outils sont construits, les modalités d'évaluation, mais ce n'est que le type 3 de la classe inversée tel que l'a défini Marcel Lebrun. D'accord. Est-ce que Jean-Baptiste, tu partages cette définition? Alors je ne l'avais pas avant, mais moi je faisais un distinguo sur deux pratiques qui visiblement doivent être inclus dans des types 1, 2, 3, 4. En tout cas pour moi la classe inversée, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le fait de donner à des personnes la possibilité, avant d'être en face à face, de faire quelque chose pour que l'on puisse s'appuyer sur ce quelque chose qui a été fait avant pour réagir un petit peu. Donc le stéréotype donné, c'était donner des supports de cours ou des ressources à consommer avant de se présenter devant le formateur pour qu'on puisse rentrer dans une dynamique plus grande. Et puis la classe renversée, l'image que je m'en étais faite, en tout cas dans ma pratique, c'était de donner un pouvoir qui est beaucoup plus grand à l'étudiant dans la phase de présentiel. C'est-à-dire le faire participer, par exemple, à la création du cours lui-même. Et donc il y avait cette idée de je ne suis pas forcément obligé de passer par un travail à faire avant ou après, mais pendant, je change l'activité que je suis en train de faire, je ne suis pas simplement dans un cours. C'était l'image que je m'en faisais en jeune pratiquant, en tout cas. D'accord. Alors que je sois dans un cas ou dans l'autre, hein, selon la définition qu'on en donne, qu'est-ce qui... Alors là, je fais plus appel à votre pratique. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez, ou vous ne choisissez pas forcément en pleine conscience, mais vous choisissez telle ou telle modalité, renversée ou inversée, dans la pratique d'enseignement? Donc moi, j'ai parlé du cas que l'on a réalisé dans le cas de la formation des enseignants. Donc je pense que c'est important, quand on parle de classe inversée, de classe renversée, de mentionner le contexte et les conditions dans lesquelles on peut le faire. Moi, je l'ai réalisé donc, pour la formation des enseignants, premier degré, M1, dans un module de sciences physiques et chimiques, de 12 heures. Ce module, 12 heures, où on a à aborder différents domaines, de la matière à l'astronomie, en passant par l'électricité, en passant par les objets techniques, donc en 12 heures. Donc on peut déjà s'interroger sur peut-on donner tous les éléments à de futurs enseignants en 12 heures. Donc ça, c'était ma première interrogation. Deuxième interrogation, là, c'était plus l'expérience où je m'étais aperçue que finalement, les étudiants étaient passifs. Ils savaient que mon diaporama allait être mis en ligne, donc aucune note, Donc je me suis interrogée comment dynamiser dans un premier temps ce cours qui était, dans un premier temps, centré sur les connaissances. Donc on a fait l'expérience de la classe renversée durant une année de cette façon-là. On l'avait construit avec Andrés. Et ensuite, on s'est interrogé, mais finalement, est-ce que c'est les connaissances qui sont en jeu ou est-ce que ce sont les compétences?
Et donc, depuis 2 ans, on n'est plus du tout sur les connaissances, mais c'est comment développer les compétences attendues d'un futur enseignant dès le M1. Et le support, le support, c'est l'enseignement des sciences. Mais ce qui est visé n'est plus du tout les connaissances, parce que ce qu'il faut savoir, et c'est important, c'est que ce qui est attendu, ce sont les connaissances pour de futurs enseignants en sciences physiques et chimiques fin de collège. Si les enseignants ont en tête les connaissances niveau collège, on estime qu'ils ont les connaissances pour enseigner l'exploration du monde à l'école maternelle ou les sciences et les technologies au niveau du cycle 3. Par conséquent, ces connaissances, ils les ont déjà eues. Donc se posait la question de la réactivation des connaissances. Et c'est pour cette raison qu'on s'est focalisé sur la classe renversée, c'est-à-dire les connaissances, ils les avaient déjà. Mais comment on les réactive ? Et ensuite, notre objectif était davantage centré sur le développement des compétences attendues d'un enseignant. D'où le choix de la classe renversée, puisque, comme l'a dit Jean-Baptiste, classe renversée, l'idée c'est de faire construire le cours aux étudiants. Donc toutes les connaissances, dans la mesure où ils les ont, ils sont capables de le faire du point de vue des connaissances. Et on est allé plus loin, puisque du point de vue pédagogique, ils ont dû également construire des investigations qu'ils ont fait vivre aux autres étudiants. Donc ils travaillaient par groupe, mais je pense qu'on y reviendra ensuite. D'où le choix de la classe renversée et pas de donner, comme tu as pu le mentionner, des documents avant aux étudiants. Voilà, ils ont créé en direct la séance, en fait. Je peux donner une autre approche dans le concret. Moi, je suis formateur dans un champ disciplinaire donné, donc supply chain management, donc champ d'expertise, et j'interviens à différents niveaux à l'université, principalement en DUT, Bac plus 1, Bac plus 2, puis après Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Et en général, sur ces thèmes-là, soit on est amené à travailler en tant qu'expert, sur des niveaux d'expertise où on doit transmettre un savoir-faire, donc c'est principalement des programmes qui sont déjà élaborés en compétences, donc on n'a pas à se poser la question, c'est décliné en savoir, savoir-faire, savoir-être. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, traditionnellement, chaque module était découplé d'une 60aine d'heures en cours magistraux, TD, TP. C'est toujours le cas. Simplement, j'ai pu constater que dans les premiers niveaux, L1, première année, depuis quelques années, on avait une diversité de population qui rentrait avec des niveaux méthodologiques qui n'étaient peut-être pas tout à fait en phase avec la manière dont on s'y prenait pédagogiquement. Et concrètement, on a des taux d'échec, on n'arrive pas à accompagner. Enfin, j'ai pu constater, en tout cas que sur mes cours à moi, je n'arrivais pas forcément à amener les étudiants au niveau où j'espérais pouvoir les amener, tout en mettant l'énergie que j'étais capable de mettre dans des cours magistraux, des TD, des TP. Donc je me suis interrogé sur... je me suis renvoyé la balle, parce que soit je fais partie du camp qui dit, c'est la faute de ceux d'avant, voilà, pourquoi ils sont plus comme avant, voilà, les jeunes, ils viennent, ils sont ce qu'ils sont le résultat de ce que l'on a fait d'eux, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est moins bien, on peut en parler pendant longtemps, mais pendant ce temps-là, on n'avance pas. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui peut être fait de différent ? Et l'université est une maison riche. J'ai eu la chance de pouvoir participer à des actions, des communautés d'échange. Je me suis rapproché de l'ESP, où je me suis dit, tiens, il y a des gens qui sont experts là-dedans. On leur a posé très clairement la question. Voilà, on a des jeunes qui viennent avec des niveaux assez faibles en termes de méthodologie. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part des pratiques qui pourraient nous permettre de faire ? Et j'ai une petite sœur qui est institutrice. Je lui ai posé les mêmes questions. Voilà, j'étais un petit peu à la pêche, comme on peut être quand on est un peu perdu. Puis j'ai des bouts de trucs qui sont ressortis. Alors, il y a des mots-clés. J'ai vu des mots-clés ressortir, classe inversée, classe inversée, classe inversée. Et je me dis, tiens, si ça excite la communauté des pédagogues pour les jeunes enfants, peut-être que, grosso modo, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner dans le supérieur. Donc je me suis intéressé à ces sujets-là un petit peu, comme on s'intéresse à un élément, et puis j'ai testé. Voilà. Donc le mot cuisiner me va bien. Alors moi, je ne mettrais certainement pas maître cuisinier, mais apprenti cuisinier. Et j'ai commencé j'ai fait un choix il y a 2 ans en me disant, voilà, de toute façon, ça ne marche plus. Donc il faut casser le modèle et essayer de faire autre chose. Donc je suis rentré un peu, pour appeler ça une sorte de recherche-action. Et grosso modo, je me suis imposé par le planning des séquencements. Au lieu de faire cours, TD, TP, j'ai commencé par faire TB, TP, TD, cours, et me mettre dans une situation où j'ai dû repenser un peu ce que je faisais. Première année, j'ai commencé à faire de la classe inversée.
J'avais créé beaucoup de ressources que j'ai données aux étudiants, et puis j'ai géré ça un peu dans le détail, qu'on verra dans d'autres questions. Et puis, ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Donc l'année d'après, je me suis dit, tiens, il faut que j'implique un petit peu plus les gens. Et pour les impliquer et les responsabiliser, eh ben, leur donner la responsabilité de construire du cours, alors qu'ils ne connaissent pas. Voilà, parce que là, je n'ai pas affaire à une population qui maîtrise, c'est des concepts nouveaux. Je leur proposais d'un côté un problème à résoudre, parce qu'on a des programmes en compétences, donc je sais déjà, ils doivent être capables d'eux, donc une mise en situation, et en leur disant, bon ben voilà, essayez de mesurer par vous-même ce qui vous manque pour y arriver, et ce que je vous propose, c'est d'aller chercher ces connaissances via des ressources que j'aurai créées et qui sont mises à leur disposition suivant différentes modalités. Point de précision, tu évoques les concepts. Effectivement, les étudiants de M1, des futurs enseignants du premier degré, ils ont les notions de sciences puisqu'ils les ont vues au cours de la scolarité. En revanche, ils ne maîtrisent pas encore les concepts de didactique qui sont liés aux compétences qui sont attendues. Donc c'est bien sur ces concepts de didactique que l'on va porter que je vais porter mon attention et le développement des compétences qui y sont liées. Mais les connaissances en tant que telles, ils savent ils savent expliquer ce qu'est la matière, etc. En revanche, se pose la question sur comment je l'enseigne ensuite. Ils ont les notions, mais ils n'ont pas les concepts clés de didactique et de pédagogie pour enseigner ces éléments. Juste un complément sur la question du pourquoi. Je sais par exemple que Jean-Charles Caillé, qui a écrit le bouquin La classe renversée, lui, son objectif, c'est la situation extrême. Il dit à ses étudiants, c'est vous les enseignants et moi je suis l'étudiant. Allons-y. Alors c'est organisé, c'est préparé, il les met dans des situations de groupe, ils doivent préparer certains morceaux de l'enseignement, etc. Et lui, l'objectif, le pourquoi il fait ça, c'est pour développer le plus possible la créativité des étudiants. Il veut qu'ils inventent de nouvelles façons de présenter des informations et il les met dans des situations où j'ai tout le temps envie de dire, il essaie de les énerver, de les emmerder le plus possible pour qu'ils soient dans des contraintes qui les obligent à créer. Par exemple, il a son activité où il leur demande de créer une carte conceptuelle, donc une mind map sur un sujet. Donc les étudiants vont rechercher de l'information dans des articles sur Internet, etc. Les étudiants commencent leur carte conceptuelle et puis à un moment donné, il leur dit stop, votre carte conceptuelle, vous la donnez à l'autre équipe et ils vont continuer. Et là, ils doivent se réapproprier très vite un nouveau champ de concept. Ils doivent se remettre en condition. Ils se rendent compte que leur carte conceptuelle, il faut absolument qu'elle soit vite compréhensible pour les suivants. Et il y a vraiment beaucoup de travail de créativité autour de ça. Donc c'est encore une autre raison pour trouver pour se lancer dans la classe inversée ou renversée, ou peu importe, parce que finalement ça existe depuis longtemps, aussi sous d'autres noms en fait. Une raison pour brosser large, mais qui peut arriver dans un deuxième temps, se faire plaisir, reprendre la main dans une position où finalement on était un peu statique. Enfin, en tout cas, moi, les phases de travaux pratiques me convenaient plutôt bien. Les phases de télé, bon, c'était lié plutôt à la réussite du cours magistral. C'est le cours magistral en fait moi dans ma pratique d'enseignant me peinait parce que j'avais en face de moi quelques Suzanne et beaucoup de Robert. Et donc du coup je devais m'adapter c'est après coup je me rends compte que je prends beaucoup plus de plaisir à le faire et je pense que j'arrive à mieux transmettre ce que j'ai à faire tout simplement parce que ça se voit que j'y prends du plaisir. Vous avez expliqué, Jean-Baptiste, tu as expliqué que les raisons pour lesquelles tu t'es intéressé à ce type d'organisation de l'enseignement. Nathalie Andrès, qu'est-ce qui a fait que vous y êtes intéressé de manière réflexive, c'est-à-dire d'entamer une recherche quasiment au moment même où vous essayiez de modifier votre propre pratique? Alors, moi, ce qui m'a motivée, c'est que, en termes de raison, je commençais à m'ennuyer. Voilà, ça fait un certain temps que je fais cet enseignement, donc j'avais besoin aussi
de faire autre chose, de revoir un petit peu mes pratiques. Donc ça, c'était un élément fort. Andrés, à un moment donné, nous a parlé de la classe renversée. C'est vrai que j'ai commencé à lire sur la classe renversée. Je me suis dit, j'ai 12 heures d'enseignement. Il faut savoir qu'avant, et là, je ne veux pas critiquer les maquettes, mais avant, quand j'ai démarré, donc ça commence à faire maintenant quelques années, on avait pratiquement sur ce module 40 heures. Vous imaginez, on passe à 12 heures. Donc ça questionne, on ne peut plus du tout faire, enfin on ne peut pas l'enseigner de la même façon. Les notions restent les mêmes. Donc voilà, à un moment donné, il faut s'interroger sur eh bien, comment je peux faire. Le volume horaire est celui-ci. C'est une contrainte. J'en tiens compte pour enseigner autrement. Donc voilà 2 raisons qui ont fait que je me suis interrogée sur comment faire. Et puis après l'expérience où on voit maintenant tous les étudiants arriver avec leur ordinateur, leur téléphone à côté, qui regardent en même temps. Donc je me suis dit, eh bien, je vais leur faire utiliser leur ordinateur, mais pour faire autre chose. Et donc voilà, c'était dynamiser le cours et puis qu'il soit en permanence en activité. D'accord. Et toi, Andrés? Alors moi, pour filer la métaphore culinaire, je cuisine plus beaucoup. En revanche, je suis le responsable du resto. Et j'aimerais bien que les gens viennent dans ce restaurant et qu'ils s'y trouvent à l'aise et qu'ils s'y plaisent, etc. Donc la question que je me suis posée, c'est plutôt que de parler de cours magistral, allons parler de cours magistral. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cours magistral? C'est un apport de connaissances. Qu'est-ce que c'est qu'un TD? Qu'est-ce que c'est qu'un TP? Et de sortir de ce schéma-là et de se poser la question, mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est que d'enseigner à un grand groupe, à un groupe moyen et à un petit groupe? C'était sortir de ces éléments-là et de dire que même en petit groupe, à un moment donné, je vais faire un cours magistral puisque je vais apporter, moi, en tant qu'enseignant, des connaissances. Donc à partir de ce moment-là, parce qu'on peut très bien faire du TP à 90, le World Café est ce qu'on appelle un TP à 90. On en a fait un il n'y a pas longtemps dans le cadre d'une formation des tutélaires remplaçants. Et c'est un TP que l'on fait à 90 personnes. C'est juste une question d'organisation. Donc ce sont ces questions-là que moi j'ai voulu interroger pour qu'ensuite on puisse se dire si c'est de l'apport de connaissances, est-ce que ces apports-là, je vais les faire en 3 heures, ou est-ce qu'il ne faut pas que je me pose la question de comment apporter des connaissances et en combien de temps? Donc, en partant de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire que ce que la grande majorité, les 99% des enseignants du premier degré savent faire fondamentalement, ils font de l'ingénierie pédagogique, se poser la question de l'ingénierie de formation. C'est-à-dire, dans un plan de formation, comment je construis, moi, le plan de formation et comment j'organise ensuite les enseignements. Et ensuite, je vais, moi, faire confiance aux enseignants pour faire le choix de l'ingénierie qui leur paraît être le plus pertinent. Et avec Nathalie, la question qu'on s'était posée, c'était fondamentalement celle-là, et que le métier d'enseignant, même si c'est un métier très individualiste, demande des temps de travail en équipe, de travailler ensemble. Donc, déjà dès l'EM1, comment amener les étudiants à travailler ensemble, même si on ne s'aime pas, parce que moi, la notion j'aime pas, je vais aller travailler avec lui parce que je l'aime bien, ça me pose problème, parce que quand je suis affecté dans un établissement, si je pouvais avoir la liste des enseignants et y aller en fonction des personnes qui sont là, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc je suis affecté dans un établissement et ensuite je fais connaissance avec les personnels qui travaillent dans cet établissement. Donc c'est en partant de ces éléments-là que j'ai proposé donc à mon équipe de Mitron de travailler une nouvelle cuisine avec ceux qui s'intéressaient et de se poser la question, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, cuisiner différemment, utiliser des recettes qui existaient déjà, parce qu'il faut arrêter sur l'innovation, il faut arrêter, qui existaient déjà, et comment, en revanche, les mettre au goût du jour
en prenant en compte la diversité des publics qu'on avait et la diversité aussi des moyens d'information qu'ils pouvaient avoir. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances qu'ils peuvent obtenir en dehors des cours. Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit ce matin aussi, c'est de finalement tous ces façons d'enseigner, classe inversée, classe renversée, ça re-questionne aussi notre façon de percevoir l'enseignement et l'apprentissage. Dans un dispositif avant où on avait peut-être plus un focus sur le temps d'enseignement, comment je vais occuper mon temps d'enseignement, là ici on réfléchit plus en termes de temps d'apprentissage. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est ce qu'on vient d'entendre juste avant, c'est on me réduit mon temps d'enseignement, mais finalement le temps d'apprentissage il reste le même. Et donc comment je vais pouvoir mettre en place des activités, proposer des activités à mes étudiants pour qu'ils puissent bénéficier autant du temps qu'ils ont eux à disposition. Et donc à la fois ce qui est intéressant dans les dispositifs ici, c'est qu'ils vont tester ça et puis d'emblée dans la formation pour des futurs enseignants de se positionner comme réfléchir à du temps d'apprentissage pour les étudiants ou pour leurs futurs élèves. On voit bien dans ce que vous avez dit, effectivement, l'élément déclencheur, c'est quand même une prise de conscience individuelle de la modification du contexte dans lequel les étudiants et vous-même, nous-mêmes, sommes dans une situation donnée. À partir de... qu'est-ce que vous privilégiez lorsque vous vous dites je vais faire une classe inversée, je vais concevoir le temps d'apprentissage sur un mode inversé, qu'est-ce que vous privilégiez dans le temps de préparation, des phases, en termes d'attention à tel ou tel secteur de préparation? Alors, si on parle en termes de préparation, la première année, c'est énorme en temps de préparation. Et je peux vous dire que la première année où je l'ai testé, je pense que pour un module de 12 heures, en termes de préparation, j'ai dû y passer, je ne sais pas, une cinquantaine d'heures. En revanche, ma première séance, eh bien, moi, je ne savais pas où me mettre. Parce que effectivement, j'avais prévu toute ma mise en scène, toute mon organisation, c'est-à-dire comment devaient être disposées, parce que je travaillais avec 2 salles, comment pouvaient être disposées mes 2 salles, etc. J'avais prévu aussi mon fonctionnement, c'est-à-dire je circulais de groupe en groupe, mais parfois je me suis dit, ouh là là, je m'ennuie, parce qu'en fait, ils travaillaient, donc j'avais plus à intervenir. Et donc ça, il faut s'y habituer. Et quand je fais des visites, je dis régulièrement, je fais, notamment dans le second degré, je fais remarquer aux stagiaires, qu'est-ce que vous parlez beaucoup? Et là, on se dit, bien nous aussi, on parle beaucoup en tant que formateur. Et donc ça a été... ça a vraiment été... Enfin voilà, la première fois que j'ai testé, je ne savais pas quoi dire. Et donc je circulais, je regardais, mais en fait, je me suis dit, mais où dois-je me mettre? Parce qu'ils avaient compris la consigne et ils étaient vraiment dans le travail de construction d'une investigation qu'ils allaient faire vivre aux autres. Donc voilà, donc en fait, en termes de préparation, oui, ça a été énorme la première année. Je dirais que la deuxième année, beaucoup moins. Sauf en termes d'ajustement, j'avais pris les contraintes avaient augmenté, enfin j'avais ajusté par rapport à ce que j'avais pu voir la première année. Et je dirais que cette année, en termes de préparation, c'est la 3e année que je le teste, mis à part mon planning, ma mise en scène un petit peu à revoir, je dirais que là, ça me demande beaucoup moins de préparation, parce que ma préparation, elle est déjà faite. Ce qui était important aussi, c'était entre les 2 temps, alors qu'on se mette au clair sur ce que c'est que le présentiel et le distanciel. Parce que moi, quand je suis en classe virtuelle et que je suis en interaction avec quelqu'un qui est derrière un écran, pour moi, c'est du présentiel. De la même façon que lorsque je suis dans la même salle et que je suis dans une autre salle, pour moi, je vais considérer que les étudiants sont en distanciel. C'est-à-dire, c'est quelle est ma relation à l'autre et est-ce que je suis en interaction? Et que le gros travail qui a été mené, c'est entre les 2 temps où ils étaient ici, dans les différentes salles, en train de travailler, lorsqu'ils ont constitué les connaissances,
puisqu'on leur avait demandé de faire une diapositive qui allait permettre d'être le chapitre du cours sciences physiques qui allait être abordé. Et la deuxième séance où ils devaient construire, c'est à ce moment-là où il y a beaucoup de travail, puisque c'est là qu'intervient entre ce que j'appelle le cours magistral, c'est l'apport de savoir de la part de Nathalie lorsque les étudiants ont envoyé leur travail et qu'elle est revenue dessus pour repréciser des connaissances, pour rectifier, pour réordonner et apporter des éléments supplémentaires qui venaient compléter le travail qui avait été mené par les étudiants. Donc c'est sur cette période-là où c'est voilà, c'est les allers-retours qui prennent énormément de temps, et c'est ça ce que je considère comme étant de l'enseignement à distance, puisque là ils sont loin, je reçois quelque chose, je retravaille dessus, je leur renvoie, et là je suis à distance. Mais à partir du moment où je suis en interaction directe, pour moi c'est pas la classe virtuelle, c'est pas de l'enseignement à distance. Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, mais je crois qu'il faut aussi se mettre au clair sur ces termes-là et ce que ça implique par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si ça répond directement à la question qui était posée, parce que moi, j'avais compris en gros quelle part de temps on donne quel type d'activité on priorise dans le laps de temps que l'on donne aux étudiants, qu'on soit à distance ou dedans. Donc, en tout cas, c'est vraiment sur la préparation. Donc sur la préparation, si on est... moi, je rebondis sur ce que tu as dit. On fait avec ce qu'on est. C'est-à-dire que, grosso modo, moi, dans ma recherche personnelle autour de ce changement de pratique, d'abord, je me suis renseigné sur le dispositif en tant que tel. Je partais avec une base où je suis plutôt à l'aise avec les TIS, et j'avais fait le constat que malgré ma volonté d'utiliser correctement les outils numériques, ça ne marchait pas très bien ce que je faisais. Et j'ai vu dans la classe inversée et la classe renversée, c'est une sorte de fil rouge qui pouvait guider mon énergie, on va dire un peu créatrice, avec ce que je faisais. Il y a un collègue qui disait ce matin, je crois que c'était plutôt pas mal, de dire, on n'est pas obligé d'utiliser dans ces principes pédagogiques du numérique. On n'est pas obligé de chercher à faire du distanciel. Moi, il s'avère que j'avais un peu d'incompétence et d'appétence pour ce type de pratique, distanciel, l'utilisation de Moodle, l'utilisation de vidéos, intégrer des bouts de vidéo à l'intérieur, faire des bouts de cours. Enfin, j'ai pris ce que j'avais, et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, parce que je l'ai acquis avec un petit peu d'expérience. L'année dernière, quand on a présenté les choses en atelier, il y a une question qui m'a perturbé, qui m'a beaucoup fait travailler. Là, j'en suis dans ma deuxième année d'expérience, ce type de scénario-là. Un jeune collègue qui a posé la question, mais à votre avis, à partir de quand on est assez mûr pour faire ce type d'activité? Et j'ai trouvé que la question en fait, était très pertinente, parce que je me suis dit, maintenant, si on m'avait dit à 23 ans, quand j'ai commencé dans le supérieur, que ça existait, est-ce que je me serais vraiment lancé? Je pense qu'à un moment donné, ça nécessite d'avoir des compétences, de bien maîtriser son sujet et de faire des choix. Après, une fois qu'on se lance dans les choix, il y a un temps de préparation qui est un petit peu long, moi j'appelle ça le temps institutionnel. Comment je vais faire avec le cadre qui m'est donné? Parce qu'on a des cours, on a des TD, on a des TP, ce qui veut dire qu'on a des grands groupes, des petits groupes et des moyens groupes. D'accord, je ne l'ai pas mis dans le bon ordre. Et on a le choix du séquencement. On n'a peut-être pas le choix du volume, on n'a peut-être pas le choix des locaux, mais on a le choix du séquencement. Donc ça, c'est un temps qui peut prendre 1, 2 mois, 3 mois de réflexion. Parce qu'une fois que c'est planifié, on ne peut pas trop revenir en arrière. D'accord? Et quand on commence, moi j'ai fait un choix qui était de prendre toujours les TP en premier pour poser une problématique, puis de les prendre en TD, demi-groupe. J'ai des promos de 60 à peu près, puis après en cours magistral pour dire je les ai en classe entière. Donc une fois qu'on se lance là-dessus, qu'on s'est mis d'accord sur l'ingénierie pédagogique, 2-3 mois de réflexion, ça se fait plutôt avant que l'année démarre, ou avant que le semestre démarre, donc ça il faut bien anticiper, c'est-à-dire 6 mois avant, il faut quasiment avoir bouclé son scénario, pour reprendre des éléments qu'on a dit ce matin. Quand ça c'est fait, c'est vrai que l'activité, le temps de travail change. J'ai eu exactement la première année la même réaction. Je me suis dit, mais là, je me dépossède de ma responsabilité de ce qui se passe en classe entière. Je crois qu'après mes 2 premières séances dans ces activités-là, j'ai appelé Andrés et j'ai dit, c'est normal là, parce que je ne sais plus ce que je dois faire et je suis un peu perdu. Il m'a mis en garde, il m'a dit, attention, tu as un temps important, c'est tout ce qui est remédiation et feedback. Et c'est vrai que la charge de travail à côté, en face à face, c'est différent, mais à côté, il y a quand même, là pour le coup, il
faut pas négliger le travail, il faut absolument répondre en temps et en heure aux questions quand elles sont posées sur les forums. Il faut réagir vite quand, par exemple, on a demandé une activité en cours, que quelqu'un a restitué quelque chose et que ça s'avère être faux, dans une activité de création de cours, par exemple. Il faut prendre le temps de bien apporter les éléments, même à distance, ou en tout cas de répondre. Et ça veut dire qu'il faut réagir vite. Parce qu'on ne sait pas forcément ce qui va se passer en classe. Ça va se passer, en tout cas, ça c'est sûr. Et quand ça se passe, il faut savoir être capable de réagir dans un délai qui ne va pas mettre à mal le scénario qu'on avait anticipé au départ. C'est-à-dire que la charge de travail, elle glisse. Voilà. Et puis, un petit point peut-être de complément. C'est vrai que de la deuxième année, j'ai tiré profit du fait que quand on est en face à face, Suzanne, je cherchais le terme, les Suzanne, finalement, peuvent faire un petit peu ce qu'elles ont envie de faire. Elles travaillent très bien et elles profitent pour passer de bon à très bon. Enfin, on commence à rentrer un peu de pédagogie différenciée. Et par contre, on a beaucoup plus de temps. On peut faire de la pédagogie de petits groupes tout en ayant un grand groupe en face de soi. Du moment que tout le monde en tire profit, c'est, je crois, une approche équitable. On parlait un petit peu de ça tout à l'heure. C'est peut-être pas égalitaire, mais c'est équitable. Je prends mon temps de travail en présentiel et je vais vers les personnes qui, je pense, en ont le plus besoin pour avancer. Donc ça, c'est pareil, ça répond un peu à la question dans le sens où ça, il a fallu que je le cogite avant et le round 2, ça m'a permis de mettre en œuvre des stratégies de ce type-là et d'essayer des éléments. Mais ça demande quand même du temps de préparation. Merci. J'ai attiré votre attention sur, dans ce premier temps, des échanges sur la posture de l'enseignant dans ce type de modalité pédagogique et ce qu'il avait en tête, les raisons de son intérêt. Maintenant, je voudrais déplacer un peu notre réflexion du côté vous l'avez amorcé, du côté des étudiants, autour des questions de différenciation, autour des questions d'évaluation, autour des questions de création de dynamique de groupe quand on fonctionne dans ce type de modalité pédagogique. Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous avez fait pour différencier, par exemple, selon les profils d'étudiants, là, de l'évoquer en termes de... je réponds plus particulièrement aux étudiants, si j'ai bien compris, qui en ont le plus besoin, étant entendu qu'ils sont différents. Est-ce qu'il y a d'autres modalités de différenciation que vous adoptez ? Alors, nous, on a testé plusieurs choses. La première année, j'ai constitué les groupes à partir de leur cursus qu'ils avaient suivi. C'était des groupes hétérogènes, j'avais fait ce choix-là. L'année dernière, j'ai fait le choix de les laisser libres. Et cette année, j'ai changé. Donc, c'est moi qui ai décidé des groupes. Et ils ne se connaissent pas trop. Hein. Ça a commencé au mois de septembre. C'est l'occasion qu'ils apprennent à se connaître au sein d'un groupe. Et je leur ai fait passer un test pour avoir leur profil d'apprentissage. Donc je leur ai fait passer le test ISALEM qui permet d'avoir un petit peu la façon dont ils raisonnent. Et j'ai pris tout en considération. Je leur ai fait passer un test également pour savoir... ce qu'ils entendaient par c'était quoi pour eux faire apprendre les sciences à des élèves. Donc ils ont répondu à ce questionnaire. Enfin, il y avait 3 ou 4 questions. Et à partir de là, j'ai mélangé. Et effectivement, j'ai mis ensemble des étudiants qui étaient complètement différents, aussi bien du point de vue du profil d'apprentissage, de leur profil d'apprentissage, de leur cursus. J'ai fait en sorte que dans chaque groupe, il y ait un étudiant qui avait un bac scientifique pour pas que les connaissances posent problème par rapport à mon objectif qui était centré sur le développement des compétences. Et j'ai tenu compte aussi, quand il y en avait qui avaient suivi un parcours plus centré sur les arts, sur le cinéma, il y en avait, eh bien, de les mettre dans un groupe. Et mon idée, c'est de me dire, on va trouver, du point de vue investigation, peut-être des choses qui sortiront de l'ordinaire, qui seront originales donc, pour travailler la créativité. Donc voilà un petit peu. Donc cette année, j'ai pris le parti de créer les groupes en prenant en compte un petit peu toute la diversité qu'il y avait dans le groupe. D'accord. La diversité par l'autonomie. Pour ma part, pour chaque
séances que j'ai en face à face avec eux, je prends soit de bac plus 1, bac plus 5, parce que j'ai essayé différents niveaux qui ne réagissent pas de la même manière, mais pour me focaliser sur les bac plus 1, 50% du temps, c'est leur temps. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont une problématique à résoudre, ils ont un fil rouge, un syllabus qu'ils auraient donné dès le départ, donc ça peut être la création d'une partie de cours, répondre à une problématique de TP qui va durer tout au long de la séance, enfin de la séquence. Et dans ces 50% de temps-là, je leur dis, ben voilà, alors je ne leur ai pas fait passer de test, peut-être une bonne idée, mais je dis en gros, il y a ceux qui préféreront... je rebondis sur leur pratique d'ordinateur. Ils viennent, ils ont des ordinateurs, ils ont des téléphones, et beaucoup essayent de lutter contre la mer. Je dis, bon, bah, finalement, puisque vous avez ces outils-là et que vous avez de l'appétence pour l'utilisation de ces outils-là, eh ben, ceux qui voudront, eh ben, écoutez, vous pourrez regarder des vidéos, vous pourrez travailler en écoutant de la musique, vous pourrez... Donc ça les met un peu à l'aise, dans le sens où je leur dis, je vais mettre à disposition des ouvrages, je suis là en tant que ressource. Vous avez des ressources numériques, vous avez des ressources qui sont disponibles, des cours en ligne qui ont déjà été faits par d'autres, donc ça demande un temps de préparation pour identifier toutes ces ressources. Et donc du coup, ça différencie, à mon sens, dans le fait que la personne a le choix. Alors on voit très rapidement ceux qui vont vers quelque chose qui les séduit, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et puis on repère ceux qui, déjà là, rien que face à cette abondance de ressources, ne savent pas faire un choix. Donc du coup, on peut se retrouver dans une phase de coaching où on va plus rapidement aller vers ces personnes-là, parce qu'on voit bien que dès le départ, elles ne sont peut-être pas forcément armées d'un point de vue méthode, où elles doivent faire un choix, il faut les guider. Donc on consacre un petit peu de temps à ces personnes-là pour les amener à se situer face à la manière d'apprendre. Apprendre à apprendre est une compétence que je mets en avant à chaque fois dans mon syllabus. Quelquefois, ils ne me posent pas de questions, des fois, il y en a que ça interpelle. Et j'essaie de leur expliquer que voilà, ils sont là pour apprendre des compétences, mais que ces compétences-là, il va falloir qu'ils les fassent muter après. Et en Suisse, quelles sont les pratiques des enseignants en la matière? Donc comment arrive-t-il ce matin et à midi, nous parlions d'effectifs qui étaient importants à l'université. Comment cette différenciation, elle est ménagée par les collègues? Alors, sur le côté classe inversée, c'est vrai qu'il y a quelques expériences qui existent dans l'université de classe inversée, mais ça reprend les mêmes points qui ont été mentionnés juste avant. Le côté différenciation, il va peut-être plus aller... En fait, on a des parcours où, on l'évoquait ce matin, on va avoir des étudiants qui viennent d'horizons divers. Et on va essayer de réfléchir à comment intégrer, utiliser cette diversité en fait, dans l'enseignement. Donc comment réexploiter les connaissances et les compétences des étudiants. Et justement, quand il va y avoir de la création de travaux de groupe, de faire attention à ce que ça ne soit pas... On parlait ce matin de est-ce qu'on met des groupes par affinité ou on crée des groupes. Là, justement, on ne va pas mettre les groupes par affinité, on va mettre des groupes par apport qui pourrait offrir au reste du groupe. Donc prendre un étudiant qui a, comme on disait tout à l'heure, un niveau plus scientifique avec des étudiants qui vont avoir un apport plus sciences humaines pour atteindre les objectifs visés dans le cadre du cours. Donc il va y avoir plus cette réflexion en fait, d'utiliser la diversité plutôt que d'essayer de diversifier l'enseignement. S'appuyer sur leurs compétences qu'ils ont déjà. Et l'évaluation, à quel moment intervient-elle dans l'évaluation donc, des compétences construites au terme d'un scénario? Je ne parle pas de l'évaluation initiale, par exemple, des profils d'apprentissage. Du côté de l'enseignant, moi je trouve que j'ai appelé ça c'est le deuxième effet qui se coule. Le premier effet qui se coule, on en a un peu parlé, il y a tout ce côté, c'est changeant, on avance, on essaie de résoudre un problème, c'est de faire progresser les étudiants. Puis le deuxième effet qui se coule, c'est de s'interroger sur ces pratiques et de se rendre compte notamment que l'évaluation qu'on pratiquait avant, on vise une compétence et on les évalue sur un savoir. Et on se rend compte que finalement la modalité, qui est souvent celle d'un contrôle final, ne correspond pas à l'idée qu'on a d'un contrôle continu. Donc moi je suis dans des formations contrôle continu, même si on avait des TP, les travaux pratiques peuvent être évalués pendant le TP, mais on sollicite souvent un compte rendu final qui est une compétence un peu particulière. Donc, quand on rentre dans ce type d'activité,
je réponds peut-être un petit peu de manière méta, ça oblige, ou en tout cas on s'aperçoit vite quand on n'y a pas pensé, à se poser des questions sur l'évaluation. Quand on est dans les classes renversées où on demande aux gens de s'impliquer, surtout quand on demande de s'impliquer dans une partie de création du cours, il faut aussi les amener à travailler par exemple sur l'évaluation. Donc, en tout cas, moi j'ai mis en place des pratiques sous les conseils de mes collègues qui pratiquaient, qui en diront un peu plus là-dessus, mais la coévaluation. C'est-à-dire que j'ai fait rentrer dans l'évaluation sur des jalons qui sont tout au long du parcours. C'est-à-dire que si une séance doit durer 50 heures, il vaut mieux, en tout cas les séquencements, notamment à Bac+5, où j'avais mis peu de jalons intermédiaires, se sont moins bien déroulés que ceux pour lesquels j'avais extrêmement peur que ça dysfonctionne, à Bac+1, où j'avais mis en gros une séance, un jalon. Ça peut être assez simple, mais sur lesquels on identifie les jalons. Ça peut être capable de restituer en 180 secondes, par groupe de 3, les acquis de la séance d'avant. Et chacun passe, chacun son tour, et on s'évalue les uns les autres. Sur 1 à 3, suivant des critères, j'ai bien compris la forme, et puis le joker, par exemple. J'ai vraiment aimé celui-là. Et on a un nombre de points à distribuer, histoire de se positionner. Après, il y a l'enseignement, l'évaluation du formateur. Donc, sur une prestation durant l'élément, puis sur une prestation finale. Donc, on mixte. En tout cas, il faut mixer l'évaluation traditionnelle, la participation et l'avis, et de savoir l'intégrer. Alors, on a des systèmes qui nous demandent de mettre des notes. Donc, le plus dur étant de transformer tout ça en y croyant en termes de notes. Bon. Mais le pacte est plutôt, ce qui est plutôt bien, c'est que l'évaluation qui se fait au fil de l'eau, avec une part de l'évaluation, déjà on s'aperçoit qu'ils sont justes. Moi je trouve que finalement ils sont même plus durs que l'on peut l'être nous. Donc ils savent appuyer là où ça fait mal face à un collègue, un étudiant qui a quelque chose qui pour eux ne leur a pas été correct. Et c'est riche parce que du coup, comme ils passent tous à l'évaluation, ils savent qu'ils vont être évalués eux-mêmes. Et du coup, il y a une sorte de synergie qui se crée et qui est plutôt positive et qui fait que, grosso modo, en moyenne, le groupe est plutôt tiré vers le haut par l'effet de groupe. Alors, sur évaluation par les pairs, effectivement, dans la mesure où les étudiants vont vivre plusieurs investigations, dont l'animation a été faite par un groupe qui avait en charge la thématique. Donc on a mis en place une évaluation par les pairs qui est centrée sur les compétences, c'est-à-dire qu'ils ont un tableau avec les compétences qui sont attendues d'un futur enseignant, de la compétence 1 à la compétence 5, et bien sûr il y a une compétence qui porte sur l'évaluation. Donc voilà, on essaie de les apprendre à évaluer par compétence. Donc on a fait un tableau où il y a les compétences qui sont mentionnées, on a mis des éléments de compétences avec des observables lors de l'investigation, et on leur demande davantage de faire des commentaires par rapport à ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont pensé de l'animation, de l'enseignant, des activités qui ont été proposées. Donc ça, c'est l'évaluation entre les pairs. L'évaluation par le formateur, alors c'est là qu'on n'est pas forcément satisfait, puisque nous, on est sur une évaluation académique, c'est-à-dire qu'en sciences, tous les étudiants, qu'on soit sur Orléans, sur Chartres, ont la même évaluation et que actuellement, même si je pense que ça va changer suite à la présentation que j'ai faite dans le cadre du GCD, mais je suis la seule à mettre en place la classe renversée et que notre sujet d'examen est le même pour tout le monde et que ça tient davantage compte, non pas des compétences en tant que telles, mais on est davantage sur les connaissances, mais les connaissances didactiques aussi, mais on n'est pas sur tout le travail lié à des compétences qui sont attendues d'un enseignant. Donc là, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on ne le prend pas en compte. Alors, je ne devrais peut-être pas le dire, mais je vais le dire quand même. C'est-à-dire que quand j'ai corrigé mes copies, par exemple l'année dernière, quand j'avais un étudiant qui avait eu 9,5 sur 20, par exemple, je ne me suis pas gênée pour rajouter 0,5 points parce que j'avais trouvé que le travail qui avait été fait au sein du groupe lors des séances méritait que cet étudiant, effectivement, ait la moyenne. Donc, je n'ai pas hésité à rajouter 0,5 quand cela était nécessaire. En sachant que quand la thématique n'était pas... Là aussi, les étudiants ont travaillé sur des thématiques différentes, c'est-à-dire il y avait des groupes qui travaillaient sur la matière, d'autres qui travaillaient sur l'électricité. Voilà, le sujet portait sur une seule thématique.
Donc, les étudiants qui avaient forcément travaillé sur la matière et qui avaient été jusqu'au bout de créer des activités pour les élèves, etc., eux, il n'y avait pas de souci. En revanche, ceux qui avaient quand même développé les compétences attendues, mais sur une autre thématique, eh bien, ils étaient un petit peu défavorisés, même si tous les documents avaient été mis sur Célène, etc. Ils n'avaient pas forcément travaillé sur la matière en tant que telle. Donc, voilà, d'où la raison du choix de rajouter 0,5 points quand cela était nécessaire. Peut-être juste rajouter quelques éléments. Si au niveau du contexte institutionnel, on a plus de liberté, c'est vrai qu'on a des contraintes et puis on doit faire avec. Je pense en fait à une expérience qui est en cours à l'université de Twente aux Pays-Bas. Dans ce dispositif, en fait, ils ont un parcours où les étudiants peuvent choisir leur parcours d'apprentissage et vont jusqu'à choisir comment ils vont être évalués. Donc comment leur apprentissage vont être évalués. Et puis c'est vrai que dans les dispositifs de classe inversée ou de classe renversée, on peut aussi impliquer les étudiants dans la création de l'évaluation des apprentissages, notamment dans la classe renversée pour des futurs enseignants. Ça peut être tout à fait pertinent qui créent eux l'évaluation, qu'ils identifient la modalité d'évaluation qui serait la plus pertinente, les critères d'évaluation, donc sur quoi on va mettre les projecteurs pour vérifier qu'ils ont bien ces apprentissages-là. Donc si le contexte institutionnel le permet, on peut aller jusque-là. Juste aussi pour rebondir sur l'idée d'évaluation au fil de l'eau ou d'évaluation continue, c'est vrai que quand on a un système d'examen où il y a un seul examen à la fin du semestre ou à la fin de l'année, où les étudiants jouent leur vie ce jour-là sur 10 minutes d'oral, c'est évident qu'on peut se poser des questions sur la validité de ce genre d'épreuve. Est-ce qu'on évalue vraiment les compétences des étudiants ou est-ce qu'on évalue juste leur résistance au stress? Donc c'est assez important, je crois, de pouvoir offrir tout au long du parcours d'apprentissage des moments d'évaluation. Et cette évaluation ne va pas nécessairement, c'est une façon de différencier aussi, elle ne va pas nécessairement porter uniquement sur les connaissances ou les compétences, mais aussi sur la progression des étudiants, sur leur processus d'apprentissage et selon différentes modalités. Ça peut effectivement porter sur des connaissances à un moment donné, mais ça peut être aussi, je sais que Jean-Charles Caillé, par exemple, dans la classe renversée, il va demander aux étudiants de s'évaluer les uns les autres, donc entre pairs, et il va pas évaluer, il va pas prendre en compte la note qu'un étudiant va donner à un autre. Il va noter la qualité du feedback que les étudiants donnent aux autres, en fait. Donc c'est une façon de prendre en compte. Quelqu'un qui donne un bon feedback, c'est quelqu'un qui est capable qui comprend bien la matière, qui est capable d'encourager quelqu'un d'autre et de pointer exactement ce qui ne fonctionne pas bien dans une réponse, par exemple. Donc je crois qu'il y a aussi moyen d'innover, même si c'est le sujet souvent le plus délicat dans les enseignements universitaires, il y a aussi moyen d'innover et de différencier avec l'évaluation. Et s'agissant, alors vous avez évoqué le fait qu'on était dans un cadre d'une évaluation institutionnelle. Dans les masters MEF en particulier, il y a un contexte bien particulier qui est encore plus fort. C'est-à-dire que c'est la préparation aussi d'un concours, tu évoquais ça. Donc comment vous conciliez cette modalité d'apprentissage qui, on voit bien, qui cherche à développer un sentiment de compétence chez les étudiants, et comment elle se concilie, ou elle ne se concilie pas, avec l'exigence du concours. Là, donc la classe renversée, donc j'ai 12 heures au semestre 1, 12 heures au semestre 2. La classe renversée, je le fais uniquement au semestre 1. Pour quelle raison? Eh bien, c'est parce qu'au semestre 2, il y a les écrits quand même à préparer pour le concours. Il y a un gros travail et que la classe renversée demande quand même, étant donné qu'il y a 12 heures, donc le travail qu'ils doivent faire sur l'investigation qu'ils doivent créer avec la mise en scène, ça ne se fait pas lorsqu'ils ont un gros travail personnel. Et donc ça, ils peuvent le faire au semestre 1, je pense. Enfin, c'est
parti que je prends, c'est que j'estime qu'ils ne peuvent pas y consacrer autant de temps au semestre 2 à cause du concours. En revanche, pour ceux qui prennent l'option sciences au concours, où on va leur demander un dossier qui part d'un thème avec création d'investigation, etc., ceux-là, l'année dernière, il y en a qui sont repartis d'une investigation qu'on avait faite, qu'ils avaient mis en œuvre devant les autres lors du semestre 1. Donc ça peut être, voilà, ça peut les aider pour ceux qui prennent l'option sciences au concours. En revanche, c'est vrai qu'au semestre 2, je ne le fais pas parce que ça demande quand même un gros travail personnel et un gros travail en groupe. Donc ils ont besoin de se réunir pour travailler ensemble. Et que voilà, le semestre 2, il y a quand même les écrits et les oraux. Je crois que tu as commencé la table ronde en disant il faut spécifier le contexte. Et c'est vrai que si on vient et qu'on se dit tiens, moi la classe renversée, c'est un dispositif qui est un truc unique et qui va s'adapter dans un contexte qu'il faut que je maîtrise et pour que je puisse décider si oui ou non je veux le mettre dans mon contexte, s'il est similaire ou pas, c'est pas la bonne approche. Je pense que la bonne approche, c'est de se dire déjà en tout cas ça représente un mouvement de connaissances qui permet à un enseignant dans de très nombreux contextes différents, d'éventuellement se positionner. Moi, je vois par exemple, en écoutant les différents échanges, je suis sur des diplômes des diplômes terminaux. Alors, normalement, après un DUT, les gens vont aller travailler. Après une licence pro, ils vont aller travailler. Ou après un cycle d'ingénieur, ils vont aller travailler. Et sur des programmes qui sont établis, qui sont liés à des compétences qui sont en général de plus en plus complexes et qui s'emboîtent les unes dans les autres. Ça, c'est assez classique même sur les savoirs, mais il y a du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Et c'est vrai que grosso modo, par exemple autour de l'évaluation, il y a aussi le fait que quand on intervient dans un contexte qui est le mien, où je vais avoir les jeunes 60 heures par semestre sur différentes facettes de différents métiers qui sont disponibles derrière le diplôme, on peut construire un méta-scénario où on va essayer de corriger un certain nombre d'éléments. Alors, ce n'est pas lié au savoir, parce que là, pour le coup, en général, le savoir, c'est borné, on est là sur un contenu, mais ça va plutôt être sur les savoir-être. Je ne sais pas si le terme soft skill est le bon terme, mais souvent, il y a une partie de ce qu'on doit leur apporter, en tout cas dans les filières technologiques, qui est un comportement, une attitude face à un travail. Moi, je pense que ça, c'est générique dans tous les contextes, même quand on est face à un savoir et qu'il faut upgrader son niveau de savoir, on est obligé d'avoir une certaine attitude. Et ces dispositifs amènent une réflexion chez les personnes dès le début. Et quand on les suit dans le temps et qu'on leur propose ça, moi, par exemple, quasiment toutes les séances que j'ai, je les fais de cette manière-là. Je sais très bien que la première qu'ils vont faire, il ne faut pas en demander de trop. Il faut construire un petit à petit les compétences méthodologiques qui permettent d'absorber ces éléments-là, mais quand on a la chance de pouvoir les avoir sur plusieurs années, donc là par exemple j'ai en deuxième année de DUT des jeunes que j'ai eus en première année l'année dernière, et mes séances que j'ai corrigées dans la pratique dans des détails, mais des choses qui n'étaient pas coulantes l'année dernière et qui semblent mieux fonctionner cette année, déjà c'est encore mieux parce que je vois bien qu'il y a un comportement qui est différent. Ils ont déjà subi plusieurs fois ces modalités-là. Et donc, du coup, ils se comportent différemment dans des compétences qui sont finalement écrites dans le programme national du DUT, entre les lignes. C'est celles qu'on met en général dans le savoir-être. Et ce type d'éléments, savoir se travailler en groupe, savoir se comporter face à une difficulté, savoir identifier sa difficulté, savoir apprendre, aller chercher de l'information, voilà, c'est des éléments de contexte qui montrent encore que derrière ces pratiques qui ne sont pas innovantes, parce que visiblement elles ont été inventées, quand on cherche, on tire le fil, on se rend compte que de la réflexion sur le métier d'enseignant, on n'aura pas assez d'une vie pour entre guillemets en faire le tour, mais qu'il y a le champ des possibles face à un contexte qui peut être un contexte financier. On a moins d'heures parce qu'on a moins de sous et donc il faut essayer de faire aussi bien que ce qui nous est demandé avec un petit peu moins. Ça peut être un contexte, un public changeant ou un public qui peut varier d'une année à l'autre, qui nécessite de savoir réagir vite. Il y a, je trouve derrière ces pratiques, un champ des possibles qui mérite d'être investigué, qui qu'on soit. Se dire, là l'idée c'était de vous dire, voilà qui que vous soyez, où que vous soyez, quelles que soient vos contraintes, au fond on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes contextes, pas avec les mêmes objectifs terminaux, alors ça a beau se décliner en savoir, savoir-être, savoir-faire, il faut quand même prendre en compte le contexte pour l'adapter. Et ces pratiques s'y prêtent plutôt bien. Alors avant de...
en plus de contexte, il y a aussi le public. Hein, c'est ce qu'on se disait avec Nathalie par rapport à le travail qu'on a mené cette année sur les M1 PIF à propos de la problématique du mémoire, où on s'est dit, est-ce qu'on va être capable de faire travailler des enseignants au mois de juillet, au mois d'août? Eh ben oui, on y arrive. Parce que début juillet, ils nous rencontrent, on travaille sur leurs problématiques de mémoire. Ils savent qu'entre juillet jusqu'à première semaine d'août, il y aura quelqu'un qui va répondre à ça. C'est Nathalie qui a fait ce travail-là. Ce qui fait qu'au bout, là, on était sur de l'enseignement à distance, puisqu'ils nous envoyaient les choses. On a pratiquement 100% de réponses, hein, parce que c'est toute la question qu'on se pose sur l'inversion. Hein, c'est est-ce qu'ils vont faire les activités? Et là, c'est bien la motivation du public, parce que c'est dans le cadre d'une certification, un engagement personnel, dans une perspective d'évolution professionnelle, que cette réussite-là, mais aussi parce qu'on a répondu présent et de façon très rapide, hein, au questionnement qu'ils avaient sur le mémoire, que ça a fonctionné. Avec des L1, on ne sera peut-être pas sur la même motivation. Et sur des M1 préparant le concours, là, je pense qu'ils l'acceptent facilement sur le premier semestre. Ce type de dispositif sur le semestre 2, au mois de janvier, alors que la date fatidique du concours est le 8 et 9 avril, je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient aussi facilement de travailler sur cette modalité-là. Hein, donc, il y a la modalité, il y a le public et il y a le contexte. Alors, on voit bien tout le travail d'adaptation, d'analyse, d'adaptation, de créativité en fonction des contraintes que le contexte impose aux uns et aux autres. Alors avant puisqu'on arrive au terme de l'heure de présentation de table ronde, et avant de céder la parole aux questions, j'espère nombreuses, de l'assistance, du public, je voudrais terminer par une petite question qui n'est pas aussi anodine que ça. Est-ce que quand vous adoptez cette modalité d'enseignement, vous dites aux étudiants, on va faire une classe inversée ou une classe renversée? Bien entendu, la question n'est pas tout à fait anodine, hein, ça renvoie aux pratiques explicites. Moi, je parle de dispositif. Ouais. Je donne le nom, voilà, et comme on présente l'organisation et les modalités de travail, voilà, je leur ai dit clairement que c'était eux qui allaient faire le cours et que moi j'allais animer et que j'allais suivre leurs travaux, que je réagirais à leurs travaux, que je ferais les corrections. Voilà, mais je suis en gros la technicienne. Parce qu'en fait, quand on fait une investigation, on a aussi besoin de matériel. Sauf qu'ils ont besoin de me dire si le cours qu'ils ont imaginé, il faut que je le mette avant sur Célène, pour que les autres étudiants puissent le regarder, c'est eux qui choisissent. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de matériel? À ce moment-là, il faut qu'ils m'envoient un mail pour me dire, voilà, on aura besoin de tel matériel pour notre investigation. Et moi, je dois préparer. Et je les mets dans les conditions de leur classe, c'est-à-dire, je leur dis, vous me dites où est-ce que je dois mettre le matériel? Est-ce que ça doit être mis sur les tables? Est-ce que ça doit être mis sur la paillasse du fond? Comment vous voulez que la salle soit installée aussi? Est-ce que vous voulez que les tables soient comme dans un amphithéâtre? Est-ce que vous voulez que je les mette en groupe? Donc, en fait, je réponds à leurs demandes. Mais oui, je leur dis que ce dispositif est un dispositif de classe renversée. Et c'est avant les 12 heures de formation, c'est-à-dire c'est une heure de présentation avant le démarrage du dispositif. Donc moi, je démarre, si vous avez suivi, par des TP. Donc d'abord, je leur expose une problématique. Ça, c'est lié à mon contexte. On est sur un enseignement de compétences et j'essaie de leur montrer directement, de les intéresser en tout cas aux compétences qu'ils vont acquérir, indirectement au savoir qu'il va y avoir nécessairement à acquérir derrière. C'est la partie qui, pour ceux qui ont du mal à réussir en première année, les séduisent le moins. Et donc d'abord, je les mets en situation et je leur pose le problème tel qu'il se présenterait à eux en entreprise. Donc je leur dis, voilà, on est en telle situation, je n'ai pas des enseignants qui devront enseigner, j'ai des techniciens qui devront faire... Je leur dis, vous allez devoir résoudre ce problème. Voilà le problème tel qu'il est, résolvez-le moi. Et je dis, vous avez une demi-heure pour découvrir le problème, le cerner, le positionner, on a des techniques à la base de post-it, enfin peu importe, ça c'est de l'animation.
Puis au bout d'une demi-heure, il y a toujours un qui dit mais comment voulez-vous qu'on y arrive? On ne sait pas faire. Ah, je dis mince, mais moi non plus je ne sais pas. Je dis je vais vous proposer un challenge et c'est là où j'annonce la couleur. Je leur donne le syllabus à ce moment-là. Je les installe, donc je suis en petit groupe. Et je leur dis, ben voilà, plutôt vous avez remarqué, on n'est pas en grand groupe, on ne commence pas par un cours, ça peut en perturber quelques-uns. Et eh bien, je vais vous proposer une manière différente de fonctionner. Alors, des fois, je dis classe inversée, classe renversée ou pas, mais de toute façon, ce n'est pas ça qui est différenciant, c'est le fait de donner le syllabus, le fil rouge. Là, je leur dis, je vous donne 10 minutes pour lire le fil rouge, qui fait en général 5 à 6 pages, et où j'ai bien détaillé tout ce que j'allais leur demander. Ils perçoivent très rapidement les changements de position et surtout leur position d'acteur. Et donc, je passe un contrat avec eux. Je leur dis, moi, je vais y mettre de l'énergie, je vais tout donner. Par contre, j'attends en retour que vous jouiez le jeu. Et dans ce type d'activité-là, vous ne pourrez pas faire semblant. Vous ne pourrez pas vous cacher. Et en gros, c'est un petit peu l'idée, parce qu'on est là pour travailler, et donc on y va. Donc, toutes les séquences de 30 à 40 heures que j'ai avec eux, je parle en face-à-face étudiant, eh bien, je démarre comme ça. Une mise en œuvre d'un problème, une découverte d'une problématique qui peut faire sens par rapport à un métier auquel ils aspirent plus ou moins directement, peut-être une découverte d'une partie d'un métier, investiguer rapidement pour identifier les savoirs qui leur manquent, qu'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas, je ne sais pas grave, on donnera le temps, un syllabus pour leur dire comment ça va fonctionner, et puis un pacte humain où ils auront à prendre conscience ils prennent conscience du rôle qu'ils vont avoir, et je leur dis, voilà, on n'esquivera pas. Voilà. D'accord. Je leur dis souvent, je sors d'un vestiaire dans lequel c'est marqué « Personne ne t'impose d'aller sur la pelouse, mais si tu y es, donne-toi à 100%. » Ça, en général, ils comprennent bien. Mais ça va avec le contexte aussi. C'est vrai, tout ce qui est dit, effectivement, il vaut mieux être explicite. Toutes les études sur la réussite universitaire et puis sur la persévérance des étudiants dans leurs études mentionne un facteur assez important qui est la représentation qu'ont les étudiants que le scénario ou ce qu'on leur propose comme dispositif d'apprentissage va servir leurs objectifs personnels, qui sont la réussite ou qui sont trouver un boulot ou l'amélioration professionnelle ou des choses comme ça, quoi. Donc plus on est explicite, plus on rend transparent à leurs yeux les raisons pour lesquelles on leur fait vivre ce type de dispositif ou de scénario. Et il y a des chances, du coup, davantage de chances qui s'y impliquent, qui comprennent plus facilement pourquoi ça leur est utile, etc., quoi. Dans la mise en groupe des étudiants, je leur dis pourquoi j'ai choisi de faire tel groupe et tout de suite je renvoie à ce qu'ils auront à faire quand ils auront une classe. C'est-à-dire, si vous devez mettre les élèves, si vous voulez les faire travailler en groupe, vous aurez à vous poser la question, finalement, est-ce que je fais des groupes homogènes, des groupes hétérogènes? Et si c'est hétérogène sur quoi? Est-ce que c'est sur les connaissances? Est-ce que c'est sur la façon de travailler? Donc voilà, donc là, ça leur permet de faire le lien entre le dispositif en tant que tel et ce qu'ils auront à faire dans le cadre quand ils auront une classe. L'année dernière, quand j'ai passé mes séquences sous ces modalités-là, je faisais ce que je viens de dire juste avant. Par contre, cette année, j'ai rajouté un petit commentaire qui n'est peut-être pas anodin. Je leur dis finalement, vous savez, il y a 20 ou 30 ans, on n'accédait pas si facilement que ça à l'information. Donc il y avait un postulat qui était en cours, on écoutait peut-être plus parce qu'on savait que la personne qui était en face de nous, une fois que le show serait terminé, on trouverait difficilement un livre ou un savoir. L'acquisition à l'information, l'accès à l'information n'était pas facile. Je dis là, il y a un postulat, c'est que l'information, finalement, quand on sait la chercher, via Internet, via des communautés professionnelles, on peut la trouver. Et donc, je leur dis, ce que je vais vous proposer, c'est d'apprendre en vous appuyant sur des ressources, le formateur, mais pas exclusivement, aussi apprendre à aller chercher les informations ailleurs et de choisir, du coup, un peu le côté différenciant de l'autonomie, c'est-à-dire choisir la modalité qui vous conviendra le plus. Et on aura des jalons de temps en temps. C'est là le contrat explicite, c'est-à-dire les dispositifs que j'ai mis en place l'année dernière à Bac plus 4, Bac plus 5, disant en gros, à la fin, il faudrait que vous soyez capable de faire le contenu, de présenter à vos copains pendant 15 minutes l'élément. Et c'est là où j'ai laissé le cadre le plus libre, où c'était une catastrophe, quoi. En fait, j'ai fauté en n'étant pas assez explicite au démarrage et en leur disant ce que j'attendais d'eux.
Alors, en expliquant bien qu'on va se mettre dans ce dispositif-là, ce que ça implique indirectement, on récite un peu ce qu'on a compris nous-mêmes de ce qu'est ce dispositif-là. Sauf qu'on prend le plan d'action, le scénario qu'on a dit, en leur disant très clairement, ben voilà ce qu'on attend de vous. D'accord. Je pense que les derniers propos et ceux qui précèdent ont pu susciter peut-être des interrogations de votre part. Je me tourne vers le public. Alors Vincent Lebois. Oui, moi j'ai une petite question effectivement. Vous avez dit que la classe inversée ou renversée, ça demande beaucoup de travail à l'enseignant, au moins la première année, mais aussi aux étudiants. Et du coup, on arrive parfois à un paradoxe, à savoir que bien que l'apprentissage soit de qualité, c'est parfois moins confortable et moins bien perçu par les étudiants parce que ça demande justement beaucoup de travail. Et donc, une des clés semble être la motivation qui passe, vous l'avez dit, par plusieurs facteurs. On parlait de la contrôlabilité des étudiants sur le parcours tout à l'heure, au sens de Vio. Vous avez parlé de l'explicitation pour permettre de donner de la valeur finalement à la tâche aux étudiants. Et donc, en fait, de la qualité, de la variété des feedbacks. Et moi, je me posais la question, vous, en fait, comment concrètement vous avez soutenu la motivation de vos étudiants? Et puis, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut débuter, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, ou au contraire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour reprendre la terminologie de Jean-Baptiste de ce matin, en termes de soutien à la motivation des étudiants? Il y a plusieurs questions dans tes questions. Je vais reprendre la première qui a été citée. Donc on peut laisser croire que ça demande plus de travail. Alors moi, l'année dernière, je sais que j'avais choisi de la classe inversée. J'avais sollicité bien en amont de ma première intervention les étudiants en leur disant, bon voilà, j'ai fait des vidéos, je me suis enregistré en train de faire des cours, voici des supports à regarder, venez avec des questions. J'ai constaté que la moitié, et Suzanne était venue en faisant des choses, l'autre moitié n'avait strictement rien fait. Ce qui était très compliqué en sachant que je n'avais pas prévu le coup. J'avais manqué d'anticipation, donc à ne pas faire, croire qu'ils vont jouer le jeu tout de suite. Et du coup, et puis en plus, on en parlait un petit peu à midi, ça m'a remémoré un instinct qui était un peu décrié qu'un de mes enfants a eu par les parents et qui ne donnait pas de devoirs. Et qui avait un argument, il disait non, c'est un arrêté, on ne doit pas donner de devoirs. Bon, sous le coup, ça peut faire sourire quand on n'est pas un peu du métier, mais moi, ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, quelque part, est-ce que je ne suis pas en train de me faire plaisir et d'envoyer les difficultés hors de ma classe? C'est-à-dire, il y a ce temps d'apprentissage qui est hors de ma classe, mais là, en gros, j'ai pris la difficulté que j'avais à l'intérieur, je garde un truc hyper dynamique en interne, et puis je bazarde la difficulté ailleurs en espérant qu'ils aillent la résoudre par eux-mêmes. Donc, j'ai fait un choix pour éviter ça. Pas de temps de travail à l'extérieur, du travail pendant. C'est pour ça que c'est un point de détail, mais 50% d'autonomie, toutes mes séances, et 50% d'autonomie pendant des face-à-face. Et j'ai quand même mis du distanciel, mais qui est du distanciel optionnel à la limite. C'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. J'essaye de faire en sorte que ce que je veux atteindre comme résultat, savoir-être, savoir-faire, ce soit inclus dans le temps. Et ça, c'est plutôt juste pour justement les étudiants les plus faibles, en tout cas ceux qui ne sont pas armés méthodologiquement, parce que si mon objectif c'est de créer quelque chose qui donne des chances à tous, faire en sorte de faire réussir ceux qui n'y arrivaient pas dans les modalités d'avant, il faut être cohérent. Et donner du travail en plus à l'extérieur à des individus qui sont des fois des étudiants salariés, des étudiants, si on prend le contexte social des jeunes qui ne réussissent pas, quelquefois on se rend compte que la vie n'est pas forcément juste. Et notre métier, ça consiste à donner des chances aussi à un public de cet acabit et de le faire dans des dispositifs crédibles. Parce que sous le papier, c'est bien. Voilà. Après, toutes les autres questions, faut se lancer, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas compter ses heures. Et il faut y prendre du plaisir. Voilà. Et après, il ne faut pas vouloir tout faire en même temps, partir dans tous les sens. Moi, je suis parti sur des idées toutes simples. TP, TD, cours. J'ai planifié tout ça comme ça. Et après, je me suis dit, de toute façon, la première année, je verrai bien comment je vais réagir avec ça. L'histoire de 50%, 50%. C'est-à-dire 50% de temps pour vous, 50% de temps pour moi. Et puis, j'ai varié les essais, les échanges, et j'ai pu constater des éléments qui fonctionnaient bien. Alors, si j'avais un conseil à donner, mieux vaut mettre plus d'évaluations, des petites évaluations, des jalons de restitution pour les obliger à rendre compte d'une certaine manière. C'est-à-dire un livrable. Moi, j'ai pris une marotte, c'est à toutes les séances. Donc la première, on lance l'activité. La deuxième, je les laisse encore un peu libres. Mais à partir de la troisième, j'ai en général 6 à 10 séances par créneau de 2 heures, 3 heures ou 4 heures.
Je leur dis, vous devez vous tenir prêt à exposer en 180 secondes par équipe de 3 ou 4 l'avancement de ce que vous avez acquis. Et quand je vois qu'il y a un moment où ça ne va pas, je dis, allez hop, tiens, tel groupe, là, vous avez dit un truc sympa, allez à vous. Et c'est évalué. Je leur dis, ça, c'est évalué. Et ça, toutes les séquences où j'avais fait ça l'année dernière, un tiers, se sont mieux déroulées que les autres. Donc c'est une conclusion toute personnelle, hein, mais je dis, faut leur donner un truc à faire, il faut que le livrable il soit identifiable. Et comme on ouvre la boîte de Pandore de l'autonomie, il vaut mieux qu'il y en ait, si possible, échelonné, pour pouvoir atteindre des compétences terminales qui peuvent être pas si simples que ça à faire passer. Et est-ce que quelqu'un veut par ailleurs répondre à la question de la motivation, comment soutenir la motivation sur un temps d'apprentissage long que Vincent évoquait? Alors, pour la formation des enseignants du premier degré, M1, l'engagement des étudiants et la motivation, je pense qu'elle apparaît tout le long du... C'est une hypothèse que je fais, hein, c'est une supposition. Elle apparaît tout le long du dispositif parce qu'en fait, ils arrivent par les interactions que j'ai avec eux à voir le lien avec les compétences qu'on attend d'eux. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais du travail de groupe, c'est explicité clairement pourquoi je les ai mis de cette façon-là. Quand je sens, donc aussi, ils ont accès à toutes les ressources, hein, c'est-à-dire je suis là, mais ils ont accès à Internet. Ils peuvent prendre des séquences qu'ils vont trouver sur Internet, une investigation. Ça ne me dérange pas. Moi, ce que je veux voir, c'est comment ils vont l'adapter au public qu'ils vont avoir en face d'eux. Donc là aussi, ils voient le lien. Ils se disent, de toute façon, on trouvera des ressources sur les sites académiques. Et ce qu'on va leur demander, c'est de les adapter justement au public qu'ils auront, aux élèves, et on travaille surtout la mise en scène. Et cette mise en scène qui est vraiment détaillée, c'est-à-dire, moi, je veux qu'ils pensent également à l'agencement de leur salle de classe, au matériel, à quel moment ils vont donner le matériel, etc. Donc, je pense que, et c'est lié aux questions que je vais poser quand je vais passer dans les groupes. C'est-à-dire, ils vont me dire, ah oui, là, je travaillerai en groupe. Je dis, ok, vous travaillez en groupe, vous avez envisagé de les faire travailler en groupe, mais comment, ils auront juste à se retourner, ou alors est-ce que vous voulez que les tables soient disposées autrement? Donc ils voient tout. C'est par les questions qu'ils voient le lien avec les compétences attendues d'un futur enseignant, me semble-t-il. La motivation, donc tout ce qui est produit est corrigé par moi-même, est mis en ligne pour que tout le monde y ait accès, enfin tout le groupe. Et je rajoute, et peut-être que ça les rassure, on en parlait, je crois que c'est avec toi ce matin, ça les rassure, je leur dis de toute façon, vous inquiétez pas, à la fin il y aura tous vos travaux, qui seront des travaux que vous pourrez réutiliser, et les investigations, vous pourrez les reprendre avec des élèves, mais je leur en donne d'autres, c'est-à-dire les connaissances, j'ai le diaporama, j'ai créé un diaporama de cours, ils les auront, mais après, parce que je veux d'abord qu'ils travaillent sur le cours, et ils auront également des séquences d'enseignement et des mises en scène qui seront également mises à leur disposition sur Célène. Donc ils repartent avec un bagage qu'ils vont pouvoir utiliser ensuite quand ils auront les classes. Et je rappelle, il n'y a que 12 heures. Donc effectivement, le travail des étudiants en 12 heures, voilà, si on veut vraiment créer une mise en scène, hein, ça ne prend pas 5 minutes hein, si on veut penser à tout. Donc ça leur demande du travail effectivement personnel, mais en sachant qu'il y a une répartition, parce que chaque groupe travaille sur une thématique précise. Le groupe qui travaille sur la matière, par exemple, tout ce travail-là, il doit le faire pour le 12 octobre. L'autre groupe qui travaille sur l'astronomie, ce sera plus tard, ce sera pour le mois de décembre. Donc voilà, ils ont des temps différents et il y a une répartition en fait du travail. Mais un travail qui est complet, plutôt que de leur demander uniquement sur toutes les thématiques, à chacun un travail qui ne nous satisfait pas parce qu'on se dit il n'est jamais complet, etc. Alors que là, le travail est vraiment minutieux. Oui, c'est-à-dire que nous, on organise la collaboration et eux, ils s'organisent comme ils peuvent dans le cadre de la coopération. Et c'est ces éléments-là sur lesquels on se pose des questions avec Nathalie. Hein. C'est comment est-ce qu'on va les faire, dans quoi ils sont et comment ils se retrouvent, comment un individu se retrouve ou peut retrouver ses petits ou ses attentes au sein d'un travail collectif. Hein, toutes ces questions-là, on se les pose. C'est cette fameuse, ce que j'avais évoqué tout à l'heure, hein, cette fameuse mise en scène d'un espace social délimité, hein, et que comment à l'intérieur,
chacun dans cette mini-société va s'y retrouver dans un collectif, mais aussi de façon individuelle, parce que individuellement, ils ont aussi besoin, puisque le concours, ça va être eux qui vont le passer, leur métier, ce sont eux qui vont le porter, même s'ils vont travailler dans une équipe, à un moment donné, ils vont se retrouver, eux, donc comment eux existent aussi au sein de ce travail collectif qui est mené. Une question, une réaction, un commentaire? Oui, merci. J'aurais une petite question. C'est ici. Pardon. C'est monsieur. Pardon? Non, je regardais. D'accord. Une petite collègue. question, puisque en fait, de mise en œuvre très concrète de la classe inversée, notamment quand vous parlez d'investigation, je ne suis pas sûr de très bien saisir ce que vous voulez dire par là. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner un peu des exemples très concrets de méthodes? Est-ce que c'est de la recherche documentaire? Est-ce que c'est comme monsieur des travaux pratiques qui sont mis en œuvre et qui sont guidés? Voilà, en sciences, dans tous les programmes de sciences, de l'école maternelle jusqu'au lycée, on parle d'investigation en sciences. Derrière investigation, mais qu'on pourrait transposer dans d'autres disciplines. Pour moi, c'est une démarche d'enseignement. On part d'une situation concrète qui a du sens, qui doit faire sens pour les élèves. Ça peut être une situation de la vie courante qu'on va questionner. Donc il va y avoir un problème qui va être posé aux élèves si on est dans le cadre d'une classe. Et ensuite, ils doivent émettre des hypothèses, faire des suppositions. Quelle est la réponse possible à ce problème? Et on doit mettre à l'épreuve ces hypothèses, soit par de la recherche documentaire, soit par de l'expérimentation. Et donc, dans le cadre de la formation, effectivement, les enseignants, enfin, les futurs enseignants, les M1, doivent imaginer cette démarche d'investigation qu'ils vont faire vivre aux autres. Donc, ils doivent trouver une situation de départ qui a du sens. Ils doivent faire en sorte que le groupe formule des hypothèses, donc qu'ils animent pour que les autres formulent des hypothèses. Ils vont proposer des expériences, d'où l'intérêt quand je demande le matériel, qu'ils aient le matériel à leur disposition. S'ils envisagent de la recherche documentaire, de quels documents ont-ils besoin? Et donc ils vont faire travailler les autres étudiants sur des documents, ils vont leur faire des expériences, et ensuite pour trouver la réponse au problème qui est posé. Voilà. Mais je dirais qu'investigation, c'est dans les programmes de sciences, c'est vraiment une démarche d'enseignement, et je pense que ce n'est pas spécifique aux sciences. Puisqu'on parlait de Jean-Charles Caliès tout à l'heure, il a un dispositif qui appréhende ça, c'est la situation problème, c'est vous devez lâcher un œuf du 2e étage, il ne doit pas se casser. Et il fait travailler un amphi là-dessus. Voilà. C'est ça, après, c'est une question. Toute l'investigation, c'est est-ce qu'on me donne du matériel? Est-ce que j'ai du matériel? Est-ce que je peux? Alors il en donne, et puis après il en retire du matériel, pour trouver la solution pour pouvoir lâcher cet œuf sans qu'il ne se casse, lancé de 2 étages. Voilà. Si on voulait illustrer une situation d'investigation. Moi, je ne vais pas jouer sur le terme d'un point de vue scientifique, parce que j'allais dire concrètement, moi quand je dis, je leur donne, il faut qu'ils investiguent une thématique. En gros, je leur ai donné une situation de travail, ils ont un problème, et pour résoudre ce problème, de toute façon, il faudra qu'ils mobilisent du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, parce que souvent, il faut être plusieurs. Et ce qui colle le plus, moi, à cette investigation, c'est de me dire, au fond, quand j'étais en cours magistral et que je faisais un cours de 2 heures, il y a une partie d'information de savoir que je donnais, que j'avais mise en couleur via un PowerPoint, ou que je dessine au tableau. Enfin, je variais les éléments de discours pour que derrière, je puisse me dire, à un moment donné, ils savent me le redonner, et je me dis, là, au moins, ils ont les connaissances. Ensuite, est-ce qu'ils savent le mettre en œuvre? C'est des compétences. Et finalement, je me suis rendu compte que quand je leur donnais 50% de temps du temps que je prenais moi, et que je les réinterrogeais, par exemple, sur cette activité de restitution de savoir, via ces 180 secondes, et bien, grosso modo, 80% de ce que je leur passais, moi, en cours magistral, ils arrivaient à l'atteindre par eux-mêmes.
Et ils y sont arrivés en investiguant un peu le sujet. C'est-à-dire, en clair, je leur ai donné la possibilité de chercher dans des livres, de chercher sur des vidéos. Enfin, en gros, ils savent qu'ils doivent répondre à un problème. Ils arrivent assez facilement, ce qui est d'ailleurs perturbant. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment identifier les compétences, les éléments, mais quand je les challenge vraiment en leur disant, bon, débrouillez-vous, grosso modo, à 12 ou 14, à coup de technique de post-it ou trucs un peu comme ça, donc là, ils cherchent par eux-mêmes. J'ai d'ailleurs des similitudes de groupes, c'est-à-dire plusieurs fois sur plusieurs groupes dans la même semaine, et ils trouvent quasiment tous, en gros, c'est quasiment le programme du module, alors qu'ils l'ont pas lu. Hein. C'est-à-dire ils trouvent par eux-mêmes. Et je trouve que ça, alors je me l'explique pas, je sais pas comment ils font, mais ils ciblent assez rapidement et ils ont une capacité, alors qu'on les considérait comme faibles. Hein, moi, on disait c'est le public là, ils sont faibles, et puis finalement, quand ils se lancent dedans, ils ont cette capacité au moins à cibler ce qui leur manque, à mettre des mots. Et après, est-ce que tu as appris, mais est-ce que tu as compris? Alors, tu donnes les choses, mais maintenant tu le mets en œuvre, comment tu le mets en œuvre? Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais c'est dans ce temps d'autonomie où moi j'utilise ce mot-là aujourd'hui. Là, c'est à vous de faire, quoi. Et vous êtes acteur, quoi. Donc là, moi je ne vais pas réciter le cours. Donc si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Oui, merci, oui, ça répond bien à la question. C'est vrai que je pense aussi que, mais là c'est peut-être aussi des enjeux disciplinaires qui se posent. Vous êtes scientifique et je pense que c'est vraiment la démarche scientifique qui part d'une situation extrêmement concrète qui peut interroger et faire dérouler toute une série d'enjeux et de questions qui font appel à des connaissances, des compétences. C'est vrai que j'ai moins de facilité à voir comment est-ce qu'en lettres, en histoire, a fortiori en langue, on peut arriver à mettre ça en place sur, par exemple, 50% d'une séance, où ça me paraît peut-être des enjeux moins faciles des problèmes moins colossaux peut-être à mettre en scène pour les élèves a priori. Mais c'est peut-être aussi des choses qu'on peut réfléchir ensemble. Moi, je pense que c'est faisable. Hein. C'est une démarche d'enseignement. Hein. C'est-à-dire que sur les sciences, là, sur l'ensemble des savoirs que doit maîtriser un professeur des écoles, on l'a divisé en chapitres. C'est-à-dire la matière, l'énergie, etc. Qu'est-ce qui empêche en histoire de diviser en chapitres une période historique ou par domaine? Qu'est-ce qui en lettres nous empêcherait d'aborder les questions des différents types d'écrits et de faire travailler les gens sur ces différents types d'écrits sous cette modalité-là? Moi, je ne pense pas que ce soit que le contenu disciplinaire puisse empêcher, on peut en débattre, hein, mais je pense qu'on peut aborder ces contenus disciplinaires si on est sur cette démarche-là. Parce que ce n'est pas le contenu qui est le plus important. Et que ce contenu-là, on peut le trouver en dehors de l'enseignant. Fondamentalement, c'est ça. Alors, il y avait une collègue qui voulait poser une question, et monsieur... Non? Alors, monsieur... Là, oui. C'était une remarque par rapport à ce que Amaury Dahl avait évoqué d'ailleurs ce matin sur le contrat didactique. Parce qu'effectivement, moi j'ai le sentiment aussi beaucoup que dans la classe inversée, mais aussi dans la classe renversée, il me semble qu'effectivement il y a aussi une partie de curriculum caché. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, alors je ne sais pas comment ça se passe à l'ESP, mais j'imagine qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui sont aussi en reprise d'études, par exemple, qui ne maîtrisent pas forcément, par exemple, l'utilisation des plateformes comme Célène. Ou qui ne maîtrisent pas spécialement non plus, par exemple, l'utilisation de centres documentaires, ou en tout cas d'utilisation pertinente ou méthodique d'un centre de ressources documentaires. Et donc moi j'ai le sentiment aussi que c'est quand même quelque chose qui, encore une fois, doit être aussi réfléchi par une équipe pédagogique pour savoir comment est-ce qu'on organise un accueil opérationnel qui permette aussi aux étudiants qui arrivent d'identifier ce curriculum caché qui est quand même là, présent, qu'il va falloir... Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est travaillé? Enfin, est-ce que c'est travaillé aussi avec l'ensemble des équipes et réfléchi dans l'accueil de ces étudiants aussi qui parfois arrivent parce qu'ils ont eu effectivement 20 ans d'expérience professionnelle, mais qui ne sont pas forcément familiarisés avec la méthodologie universitaire? Là-dessus, on est vraiment fondamentalement sur ce qu'on appelle de l'ingénierie de formation. La question de l'ingénierie de formation, elle ne se pose pas actuellement, même si elle devrait être présente. Là, ce qu'on a abordé ici, c'est que de l'ingénierie pédagogique. Il est fondamental pour que ça puisse réussir
que cette ingénierie pédagogique s'inscrive dans une ingénierie de formation, c'est-à-dire dans un parcours de formation, c'est-à-dire dans des concepts et dans des dispositifs sur lesquels chacun puisse s'y retrouver, puisque, comme tu le dis, Julien, il est nécessaire de prendre en compte ces publics, les dispositifs et les modalités. Mais si on ne va pas jusqu'à imaginer quel est le dispositif de formation que l'on met en place, on sera toujours sur des petites... et là, ça ne va pas être sympa, mais sur de l'anecdotique. C'est-à-dire ce que l'on fait, c'est anecdotique. C'est anecdotique par rapport à l'ensemble des modalités qui sont mises en œuvre au sein de l'ESP pour de la formation, que je rappelle, est une formation d'adultes. Il ne faudrait pas l'oublier. Et c'est aussi la grande différence avec les L1, L2, L3, hein, c'est que là, on a basculé sur la formation d'adultes. Sur des gens qui ont un projet professionnel très précis, c'est-à-dire qui attendent de leur formation un certain nombre d'éléments, avec tous ces gens qui ont des parcours différenciés, qui sont en reprise d'études et à qui on ne va pas la faire. Et à qui les interpeller comme étant des étudiants, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, ce que l'on est en mesure de faire sur un petit groupe, sur le Master PIF deuxième année, je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable de le faire sur l'ensemble des dispositifs de formation, M1, M2, PE, PLC. Et c'est là-dessus que, si on a un travail à mener ensemble, avec la prochaine direction, c'est bien là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce parcours de formation que l'on construit pour les futurs professeurs des écoles? Oui. Juste, par rapport à ce curriculum caché, c'est même plus large en fait que le côté classe inversée. Finalement, on est dans un contexte d'enseignement supérieur qui a grandement évolué ces derniers temps. On a vu en fait se développer beaucoup de dispositifs de mentorat aussi auprès des étudiants, notamment pour, justement, on parlait des Robert ce matin qui n'étaient pas armés pour apprendre par eux-mêmes, pour comprendre, décoder les règles de fonctionnement à l'université ou comment on apprend à l'université. Ces dispositifs de mentorat, ils sont là pour ça justement, c'est d'avoir des collègues un peu plus âgés qui ont découvert le système et puis qui sont capables d'expliquer aux autres collègues plus jeunes. Et puis là, on peut très bien imaginer dans les dispositifs de classe inversée de réexploiter après les collègues qui ont vécu ces systèmes l'année précédente pour qu'ils puissent aussi dire quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce type de dispositif et puis qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui peut nous aider, et ainsi de suite. Moi, j'ai la chance d'intervenir dans des parcours où on a des populations mixtes, des apprentis, des gens en reprise d'études, des formations, des gens en formation initiale. Et je dirais que c'est même pas une question d'âge, c'est une question de comportement. C'est-à-dire qu'on a aussi des Suzanne qui peuvent se mettre à aider des Robert alors qu'on leur avait jamais demandé. Donc ils étaient là pour leur performance personnelle. Et puis finalement, ça peut créer de belles histoires d'ailleurs, d'avoir des gens qui, entre guillemets, et en plus c'est gagnant-gagnant parce que d'une certaine manière, ça valorise plein de choses qui leur sont utiles, ces fameux soft skills qu'on n'enseigne pas finalement, on les acquiert, on est avec, enfin je sais pas, il y a peut-être plein de choses à dire là-dessus, mais qui font que grosso modo à un moment donné, moi je ne suis pas dans les sciences, je suis dans le domaine de l'organisation et de la gestion, je suis plutôt dans les sciences molles justement, et donc même si j'ai donné un petit peu le sentiment que c'était des sciences... c'est des sciences dures. C'est pas des sciences dures, c'est plutôt des sciences molles. Il y a beaucoup de sciences humaines, il y a du comportement entre humains, et ça passe par prendre la diversité des populations qu'on a et savoir utiliser des fois. Moi, quand j'ai vraiment des étudiants qui percutent fort au sens universitaire, parce qu'ils percutent tous, mais qui sont, je dis, allez, toi, tu seras aujourd'hui, tu seras mon padawan formateur. Donc toi, tu vas aller de ce groupe-là, parce qu'ils ont plein de questions, et moi, j'ai pas le temps. Toi, je suis avec lui, il faut que je réponde à ces questions-là. Des fois, je fais exprès, je leur tourne le dos, alors ils cherchent quelqu'un, mais je dis, t'as qu'à aller voir là-bas, elle sait, cette personne-là. Et les adultes, en tout cas, peuvent ne pas vouloir jouer le jeu. Il y en a qui ont une posture de très à l'intérieur, puis on en a des fois, quand on a l'expérience et une personne qui en plus a la maturité de l'âge, alors là, c'est
Quand c'est dans ce type de dispositif-là, là j'en ai un actuellement, j'ai 5 formations continues pour 24 apprentis, 4 formations continues, et ça marche bien. L'année dernière, c'était un peu moins bien, mais en gros, il ne faut pas se dire, pour adultes, c'est sûr qu'ils viennent avec une contradiction, c'est-à-dire qu'ils viennent souvent avec des idées qui sont sur le terrain, et c'est là où, entre guillemets, on peut jouer le jeu. C'est-à-dire que plus rapidement, ils viennent mettre le doigt sur des incohérences entre ce qui est dit, ce qui devrait être fait, ce qui provoque le débat, peut-être l'interactivité. Ouais. On va prendre une ou deux prises de parole encore. Oui, j'aimerais bien que vous m'aidiez. En fait, moi, j'ai la conviction de l'utilité de ces méthodes parce que le contexte change, les étudiants changent. Donc, je veux bien, moi, dans mes pratiques d'enseignante, changer. Ça ne pose absolument aucun problème. Mais il y a quelque chose qui ne change pas vraiment et qui fait que c'est difficile de changer dans ces pratiques. C'est justement quand le système, lui, dans lequel on est, ne change pas. Comment est-ce qu'on fait quand les modalités d'évaluation sont toujours les mêmes? C'est-à-dire qu'elles sont sur le système de notes. On n'évalue pas les compétences. Quand au niveau de la gestion des salles, on te dit chaque semaine, il faut que tu aies le même nombre d'étudiants. Il faut pas que ça bouge parce que sinon, au niveau des emplois du temps, c'est pas gérable. Quand on dit un CM, alors au départ, un CM, c'est du cours. Et puis maintenant, un CM, c'est plus de temps d'étudiants. Et un TD, c'est plus travaux dirigés, c'est un groupe de temps d'étudiants. Donc il y a des choses comme ça qui font que finalement, quand on veut prendre en compte l'hétérogénéité du public, toutes les contraintes, elles s'accumulent sur l'enseignant. Enfin, c'est lui qui doit faire, ou elle qui doit faire face à toutes ces contraintes. Et puis pour les jeunes là qui entrent, ils se disent comment je fais pour faire avec tout ça, alors que finalement je suis dans un truc super rigide. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire bouger tout le système? Il faut y croire déjà. Alors oui, j'essaie d'y croire. Si je peux me permettre, c'est compliqué. On peut prendre la réponse, je vais faire court, la réponse extrême. Quand on est sur un bateau, quand il y a un capitaine qui dit il y a un ordre, en général on n'a que 2 possibilités. Soit on se tait, soit on saute du bateau. Parce que ou alors, mutinerie, on prend le pouvoir. Grosso modo, c'est une manière extrême de poser le truc, parce que moi j'ai souvent la question, je suis dans des méthodologies de changement organisationnel, ça c'est mon cœur d'expertise, et j'ai des fois des jeunes qui m'appellent, je suis dans une boîte, le patron il veut pas faire comme je voudrais qu'on aille, quoi, et j'arrive pas à les convaincre, il y a un changement de paradigme, de méthode, il suffit pas. C'est une vraie question de fond, mais je dirais, moi, un jeune collègue qui me dirait, là aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on peut le faire dans une certaine proportion, à titre individuel, dans un environnement. Il faut essayer d'intégrer avec soi ses équipes. Puis après, il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un côté ingénierie pédagogique, ingénierie de formation, mais politique universitaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un côté où il y a une marge de problème. C'est très bien cité ce matin en disant qu'il y a des contraintes institutionnelles que peut-être certains pouvoirs politiques n'ont pas mesurées. Voilà, ça ne se décrète pas la formation à distance. Moi, pour en pratiquer dans un organisme autre que l'université, quand même assez régulièrement, la formation hybride, la formation à distance, ça nécessite tout un dispositif. Moi, je dirais qu'il faut déjà commencer à dire repérons-nous, ceux qui veulent déjà bien y aller, et puis exprimons les choses. Dire quelquefois aussi, il ne faut pas non plus se dire, c'est une posture. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est une posture. Il ne faut pas croire que ce n'est pas possible parce que l'institution ne nous aide pas à. Quand on commence à y croire et qu'on commence à ouvrir un petit peu ses portes, on se rend compte qu'il y a déjà une communauté internationale, il y a des éléments de réponse qui peuvent être donnés, et il faut par contre ne pas faire la discussion de comptoir au coin du café et râler. Il ne faut pas avoir peur de faire remonter l'information par un directeur de composante. Pourquoi pas s'investir dans tel ou tel conseil, un CEFU, où on peut faire remonter peut-être éventuellement des fois des éléments, et quelquefois ça bouge. Et honnêtement, moi je suis à l'université depuis seulement, j'ai commencé ma carrière à 13 ans, très honnêtement, il y a plein de sujets qui ont évolué. Le mouvement, ils peuvent être en marche, faut pas avoir peur, quoi. Ma question, c'est pas, je dis pas que c'est impossible, hein. Ma question, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut faire pour faire bouger plus vite, pour aller plus loin, en fait, dans tout ça. Déjà, il faut être schizophrène. C'est-à-dire, comme moi, être et dedans et dehors, c'est-à-dire avoir un pied dans une administration qui fixe un certain nombre de règles, et puis le pied aussi du côté des enseignants. De façon beaucoup plus sérieuse, je crois que ce qu'il manque à l'université, c'est des ingénieurs de formation dans chaque composante, fondamentalement. Parce que à partir du moment où vous pouvez travailler avec un ingénieur de formation, vous pouvez
travailler sur des dispositifs et venir soit contourner, soit détourner dans la légalité les moyens qui sont mis à votre disposition. Quand on vous parle de TP, toute la question c'est oui, mais j'aurais besoin d'avoir des classes support. Il n'y a qu'un ingénieur de formation qui va pouvoir vous trouver ou avoir les éléments qui vont vous permettre, non pas d'avoir, puisque a priori un TP c'est 20, mais 20 dans une classe, c'est pas possible. Donc comment je vais faire pour trouver 4 classes? Et de travailler sur ces éléments-là pour que ça puisse fonctionner. J'ai un CM, toute la question, mais est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse en 3 heures? Est-ce que je ne peux pas le considérer comme étant des temps où je pourrais le faire en 45 minutes? Donc ça veut dire que là, on est sur une mise en œuvre d'un dispositif qui sorte des schémas, parce que la question du CM, c'est pas actuellement tel qu'il est posé à l'université, c'est le nombre. OK, ils sont 300. Comme on l'a dit ce matin, au bout de 20 minutes, 300 personnes, ça ne suit pas. Donc comment je peux aborder, puisque ce n'est plus la question de je donne du savoir qui est posée là-dessus, puisque c'est de la gestion humaine, comment à 300, je peux travailler pour que ça devienne effectif. Eh bien, il y a des dispositifs qui existent, comme le World Café est un des dispositifs qui va vous permettre d'aborder une thématique à 90 et sous forme de TP, et vous pouvez l'avoir dans un espace comme celui-ci. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut que vous ayez quelqu'un qui soit en mesure de vous apporter ces dispositifs-là. Et s'il existe des formations, et s'il existe un métier qui s'appelle ingénieur de formation, c'est pas pour rien. Donc, ce qui va manquer à l'université actuellement, c'est que dans chaque composante, il y ait ce type de référent qui puisse travailler avec les scolarités, qui puisse travailler avec les équipes d'enseignants pour voir comment on pourrait réfléchir à « Ok, ils sont 160, comment je fais? Qu'est-ce que je dois leur rapporter ?» Et puis s'appuyer aussi sur les enseignants, puisqu'ils savent, en gros, ce qu'ils veulent leur apporter. Ce qui fait que sur le centre d'Orléans, on a plusieurs dispositifs qui existent. Il y a des collègues qui veulent avoir des TP avant les TD et le CM à la fin. Certains collègues souhaitent avoir un CM, des TD, des TP, un CM, des TD, des TD. Ça fonctionne parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va prendre en compte tous ces éléments-là et il va essayer de le mettre en œuvre et d'orchestrer cette chose-là. Je pense qu'à Orléans, ils ont la chance de m'avoir pour faire ça. Et je pense qu'ils sont contents des dispositifs qu'on met en œuvre. Mais on vient les questionner. Et on travaille sur des compromis aussi. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler sur des ateliers de pratique d'enseignement ou des ateliers pluris, le responsable de centre, il va utiliser son savoir, c'est-à-dire il sait combien il a de TP possible, et puis il va le dire à l'ingénieur qui va lui transformer. Ah, tu as 14 TP de possible, mais moi, pour l'instant, on ne me dit pas combien je peux mettre en face de maître formateur, et que là, le coût, c'est 1 égale 1. Donc je vais mettre 3 maîtres formateurs en face. Ma difficulté, ça va être de trouver les 3 maîtres formateurs pour pouvoir réduire le nombre d'étudiants à l'intérieur. Donc c'est ça, hein, de l'ingénierie fondamentalement, hein, à travailler. Et ce n'est pas le métier des enseignants, ce n'est pas le métier de l'administration non plus, c'est un métier spécifique, hein, et il y a des gens qui sont formés pour ça. Bon, alors c'est sûr, je pense, il nous faut terminer. Je pense que dans la mesure où c'était un plaidoyer pro domo un peu, hein, pour l'ingénierie de formation, qui, soit dit en passant, existe, hein, dans d'autres pays, dans les universités. Comment ? Voilà, en Belgique, au Canada, voilà. En Suisse, enfin dans tous les autres endroits francophones. Moi, je vais être un peu terre à terre. Hein, j'ai eu la chance de bouger un peu à l'extérieur. On se dit, tiens, c'est vrai que ce rôle d'ingénieur pédagogique, on dit, mais on en a indirectement. On a des gens qui jouent un peu ce rôle-là, mais c'est pas soutenu. Enfin, moi, je trouve, je ne mettrai pas tous mes œufs dans le même panier en disant, puisqu'on parlait d'élèves tout à l'heure, d'ingénieur. Ça passera forcément par un rôle d'ingénieur pédagogique, mais ça passera aussi par un pouvoir
administratifs et politiques qui alignent les ressources qui vont derrière. Parce que quand quelque part on arrive à un moment donné, on a créé une ressource, on se dit tiens ça passe pas parce que le serveur il fait pas la taille de machin, et puis le médiatiseur, ah mais oui mais il est pas là, bah, la webcam elle marche pas, quand est-ce qu'on la répare, bah, dans 4 mois, bah, il dit d'accord, mais moi ma séance elle est entre là. Bah, c'est plein de petits détails qui font que quand on se lance dans ce type d'activité, il faut aussi, entre guillemets, appeler un chat, il faut une volonté politique d'aller dans un sens, tout en n'essayant pas, parce que je pense il y avait une question dans ta question, c'est comment j'arrive aussi à convaincre des collègues d'aller dans ce sens-là. Bah, il ne faut pas se positionner comme alors ça va être très masculin ce que je veux dire, mais comme le chevalier blanc qui arriverait, qui dirait aux gens, regardez, je suis jeune, je suis beau, je maîtrise l'informatique, et toi, le vieux grigou, je vais t'apprendre à faire ton boulot, quoi. Il faut un peu d'humilité. Faut se dire que bah, voilà, je fais un truc un peu différent, mais qu'on n'a pas encore démontré que ça marchait mieux. C'est peut-être différent, mais c'est peut-être pas mieux. Peut-être que simplement faire un travail... D'ailleurs, quand tu disais tout à l'heure la motivation, moi je pense que quelque part la motivation elle vient parce que je leur propose un truc de différent. Si tous mes collègues commencent à faire comme moi, je me dis je ne serai pas sur la vague là. Je vais me retrouver dans une position où zut, j'aurai plus petit capital sympathie, ça c'est le terme, qui apporte la motivation. Bon, bien, je vais passer vite. On remercie les intervenants de cette table ronde. Merci beaucoup. D'être livrés à l'exercice. Peut-être Pascal, tu as des éléments. Moi, j'avais la lourde charge de clôturer donc la journée. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je voudrais quand même répondre à Andrés. Je ne voudrais pas rester sur l'idée qu'il n'y a que l'institution et qu'on ne peut rien faire si l'institution... il n'y a pas... En tant qu'enseignant, je pense qu'on peut être... j'ai un cours magistral, c'est à moi de savoir si j'ai envie de le faire de manière magistrale ou d'utiliser justement les apports qu'on peut avoir eus ce matin, même si ce n'est pas exactement toujours placé comme on le souhaiterait. Comme faire un TP, comme tu le disais, pourquoi pas faire un TP avec un apport. Donc je crois quand même qu'on reste... maître de la manière dont on a envie de faire passer soit nos savoirs, développer des compétences, et que ça reste de la responsabilité de l'enseignant. Alors c'est vrai que s'il y avait peut-être plus d'ingénieurs pédagogiques, ça serait peut-être un monde idéal, mais malgré tout, il reste je pense qu'on peut choisir la manière dont on va faire son cours et comment on va le dispenser. Alors j'ai mal compris. Désolée. Alors, je vous remercie tous. Hein. Merci beaucoup. Alors évidemment, comme je voulais clôturer, je voulais rester sur deux petites idées que j'avais peut-être retenues de ce matin chez Emmanuel. Moi, j'ai retenu l'idée. Alors moi, j'appelle ça plutôt une toile d'araignée. Je crois que vous avez appelé ça un radar. Mais je trouve ça important d'avoir les 4 points et de se dire, dans mon cours, qu'est-ce que je vais peut-être pouvoir, sur quoi je vais peut-être plutôt aller. Et chez Amaury, ce que je retenais, c'était un petit peu dans l'idée du scénario. En fait, comme à l'ESP, c'est un petit peu ce qu'on essaye de dire à nos futurs professeurs, soit à nos M1 futurs professeurs ou nos stagiaires. C'est un petit peu, en fait, je crois que vous m'avez modélisé un petit peu le discours qu'il faudrait qu'on ait pour que nos stagiaires puissent bien préparer, en fait, en tant que premier degré, une séance. Donc je pense que même pour les collègues qui sont en second degré, c'était très utile. Classe renversée, inversée, moi, j'ai envie de me lancer, mais bon, ça va me donner quelques éclairages, mais bon. Je rejoins un petit peu en lettres, j'ai du mal à voir en M1, surtout avec le concours, comment faire. Bon, voilà. Et comment ? Vous vouliez poser une question ? Alors, je vous passe le micro et après, je clôture réellement. Excusez-moi d'intervenir si tard parce que j'ai levé la main. On ne m'a pas vu, mais ce n'est pas grave. Ali Edbali, donc je suis vice-président de l'université en charge du numérique et, bizarrement, de l'innovation pédagogique. Et pour terminer juste sur une note positive, j'ai entendu les uns et les autres, et comme vous le savez, sauf si vous ne recevez pas le mail du président, l'année dernière, nous avons lancé donc un appel à projet pour l'innovation pédagogique. On a eu 11, donc on a accompagné 11 collègues et équipes dans leur transformation pédagogique de leurs cours, parfois sur une tentative d'aller au-delà du cours simplement.
Cette année, nous avons récidivé. Alors, avec les moyens du bord, on essaie de se tortiller pour y arriver et puis gonfler cette enveloppe. Durant l'année 2017, donc, on a eu la chance de constituer donc, ce qu'on appelle un Learning Lab, l'ex-CREAM, qui a été renforcé, qu'on essaie de renforcer encore par des appels à projets plutôt ministères pour faire du recrutement d'ingénieurs pédagogiques. Donc toute cette dynamique, j'essaie de la pousser. C'est pas simple, mais on est sur une bonne dynamique et j'espère que vous garderez cette flamme pour aller plus loin. Merci. Merci. Alors, pour aller plus loin, justement, je voulais terminer par le plan de formation de formateurs. Et pour vous dire que si vous vouliez approfondir, donc dans le plan de formation de formateurs, il y a une formation sur enseigner en grand groupe. C'est Andrés qui... Et donc, il y a 2 sessions. Donc, si vous avez envie de continuer, je pense, à approfondir cette idée de cette thématique-là, il y a une session 1 et il y a une session 2. Voilà. Et puis, on a un peu parlé des outils numériques et il y a également des formations sur justement comment, et je pense que pour la classe inversée ou renversée, ça peut être aussi très utile, c'est toutes les formations de Célène. Et donc ça, ces formations-là, elles sont mutualisées dans le plan de l'université. Et c'est Vincent qui fait les formations. Célène. Voilà. Donc je fais la pub là. Hein. Et donc ça c'était pour les formations de formateurs format plus réduit. Et donc au niveau de l'ESP, on aura quelques grands temps de formation dans l'année. On a prévu une conférence du soir. Une conférence du soir qui aura lieu en décembre. La date n'est pas complètement fixée. Autour, et c'est un petit peu, c'est Suzanne et Robert aussi qui m'y font penser, sur la notion de stéréotype et la menace du stéréotype. C'est notre collègue Cindy Châtaignier qui fera une conférence le soir qui sera retransmise par vidéoconférence dans les centres. Et 2 autres gros moments de formation, c'est une formation autour de la compréhension, par nos collègues Magali Noyer-Martin et Annelise Doyen. Et puis Geneviève Guettem qui travaillera aussi sur les enfants migrants, sur ce public-là, avec les arts plastiques. Voilà, c'est des moments de formation plus importants par rapport... Et puis, il y a toujours le plan avec les autres journées. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai tout dit. Hein, oui. Et si je peux rajouter juste avant que tout le monde parle. Pour la communauté underground de pratiquants de trucs un peu bizarroïdes, c'est-à-dire que si vous ne cherchez pas des réponses toutes clés en main, il ne faut pas hésiter à solliciter les uns les autres. En tout cas, moi, je me tiens à disposition pour ceux qui voudraient connaître ceux dans les composances. Il y en a un peu partout. L'année dernière, cette journée a permis, moi je ne suis pas de l'ESP, de découvrir. Voilà, on s'est rencontré avec Sonia, par exemple, et on s'est vu 3 fois dans l'année. On a essayé d'échanger, de continuer les discussions, de savoir qu'il y a des gens comme Andrés qui donnent du temps, Nathalie qui ont des reculs. C'est dire en gros au sein de l'Université d'Orléans, des fois un nom, un prénom, un email, c'est une rencontre, on discute et puis on fait avec ce qu'on a et comme on peut. J'ai juste oublié, on vous a fait passer un petit questionnaire sur la journée, donc si vous pouviez nous le remplir, s'il vous plaît. Merci. Et puis bon retour, merci à vous.